Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Seb. Moi c'est Yann. Et aujourd'hui, on parle de L'œuf de l'ange. Pour toi, quelle est la meilleure cuisson de l'œuf? La meilleure préparation, quoi, en gros. Voilà. Mollet. Mollet? Ouais. Ah ouais? Ouais. Jamais je fais un œuf mollet. Ah bah, tu vois. Tu fais des œufs mollets souvent? Ouais, surtout avec les salades et les machins comme ça après ça coule et tout, c'est chouette. Nice. Je t'épate là, hein. Ouais. Sacré débat qu'on a eu là. Ah, pas mal. Moi c'est l'œuf au plat. Oui, c'est classique. Classique, mais ça marche toujours Efficace, quoi. bien. Ouais. Mm. Alors moi je te dis Seb, d'accord? Ouais. Pour ce podcast, je suis prêt moi, ok? Ok. Parce que moi j'en ai rien à foutre. De quoi? J'ai bien vu le croc en jambe que t'étais en train de me faire, d'accord? Avec ce film là. Ok, d'accord. Ah si, non, c'est un croc en jambe que tu fais. Pas du tout. Pourquoi tu me fais ça, Seb? T'as plus envie de faire le podcast, c'est ça? Bah si, mais pourquoi? Attends, ça dépend ce que tu vas dire par la suite. Oui, ça Oui. va dépendre de ce qu'on va dire. Ok. Mais c'est un ovni, ton truc là. Mais très clairement. Je te l'avais annoncé, hein, de toute manière. Oui, non, Je t'avais dit que t'as bien c'était- dit, t'aimes pas qu'on te prenne par la main et tout ça. Voilà. Ah là, ils te prennent pas par la main, ils te Ah non. prennent les mains, ils te les coupent, ils te les jettent à la gueule. Ils te C'est font, ça, puis alors, ils te qu'est-ce jettent dans le que tu- trou, ça Ouais. dit maintenant, vas-y, nage. Mais ils sont même pas là pour te parler, les mecs. Non. Tu vois, c'est. Voilà. Cinéma anonyme. Parlons du film d'aujourd'hui, Allons-y. Tenchi no Tamago. Tenchi no Tamago. On va dire ça, c'est quand même plus sympa que Ouais. l'œuf de l'ange. Carrément. Tu veux nous faire la petite fiche technique? Allons-y pour la petite fiche technique. Donc l'œuf de l'ange, Tenchi no Tamago en japonais, est un film d'animation fantastique, dramatique et presque expérimental, sorti en décembre 1985 d'une durée d'1h11. La réalisation et le scénario, c'est pour Mamoru Oshii, réalisateur, scénariste, producteur et écrivain. Il est essentiellement connu du grand public pour ses films d'animation empreints de philosophie qui abordent tous des réflexions profondes sur la condition humaine. On est pile poil dedans, non? Ouais, carrément. Entre comédie fantastique, fable onirique et chef-d'œuvre de science-fiction, Mamoru Oshii questionne ses personnages, et le spectateur par la même occasion, sur des sujets aussi complexes que la foi, l'identité ou la conscience, au travers de longues séquences contemplatives ponctuées de dialogues et de monologues introspectifs. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer Ghost in the Shell en 1995, film d'animation cultissime considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs animés de tous les temps, qui aura un impact considérable sur la pop culture et qui influencera bon nombre d'œuvres futures comme Matrix des frères Wachowski par exemple, un film que nous avons déjà chroniqué dans un précédent guest avec Fred. Quand tu dis pour certains, Ouais. c'est toi aussi ou pas? Ghost in the Shell, hein, Ouais. c'est compliqué. Non, parce que en fait, c'est comme dire quel est ton film préféré. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la thématique, ça dépend de la culture, ça dépend d'un tas de paramètres. Hmm. Pour moi, le meilleur animé de tous les temps, si je dois en citer un comme ça de tête qui me vient, ça serait Akira, de D'accord. Otomo, pour la prouesse technique en fait. Hmm. Alors l'histoire elle est cool, même si c'est pas du tout la même chose que le manga, qui est tout aussi cool d'ailleurs, mais l'animé tourne entre 12 et 24 images par seconde. En 1988, c'était l'un des rares à faire ça. Il dure 2 heures le film, même un peu plus, me semble-t-il, et c'est une claque intergalactique dans ta gueule, Ouais. quoi. Déjà parce qu'il n'y a pas une frame où il n'y a pas un truc qui bouge pas. Mis à part les décors, tout est toujours animé, ça Ah ouais. grouille en permanence, c'est fou. Techniquement, le film, il est encore aujourd'hui, c'est une C'est bombe. rare pour l'animé japonais. Bah, c'est rare pour l'animation tout court. Et en plus de ça, c'est dynamique, ça va à 2000 à l'heure, il y a des courses de bécane, c'est complètement fou, quoi. Alors moi c'est peut-être un a priori, mais je trouve que l'animation japonaise c'est peut-être la plus figée, quoi. Alors oui, quand tu regardes des séries en l'occurrence, c'est pour gagner du temps. Oui. Comme justement, ils sortent des épisodes un par semaine, il faut animer, donc en fait, Ouais. ils se concentrent essentiellement sur les scènes d'action. C'est pour ça que tu as toujours des plans soit latéraux, soit frontaux, où tu as juste les bouches et les yeux qui bougent, quoi. Ouais. C'est pour une question d'économie aussi, et voilà, de moyens, quoi. Yes. Mais ouais, si t'as jamais vu Akira, regarde déjà toutes les œuvres de Katsuhiro Otomo, c'est ultra détaillé. Ouais. Les planches, elles sont complètement folles, et ils ont fait la même chose dans l'animé. T'as 2 heures de trucs où tu sais pas où regarder tellement il y en a, quoi. Et Akira c'est juste un film ou il y a une série animée? Non, il n'y a pas de série animée, il y a Ok. eu un manga en 6 volumes, me semble-t-il, des gros volumes. Je sais plus combien, je les ai à la maison, il faudrait que je les Ça a une ressorte un peu. portée philosophique? Beaucoup moins que Ghost in the Shell. Ghost in Ok. the Shell, il plaît pour cette raison-là. Ok. Justement par rapport aux propos. Graphiquement, il tabasse. Par contre, il est beaucoup plus lent. Justement, c'est le style de Hoshi. Ouais. Mais dès qu'il y a des scènes d'action, c'est fulgurant, ça bouge bien. Et graphiquement, c'est super joli. La musique, elle est monstrueuse. L'intrigue, elle est super bien aussi. Ouais. Non, c'est un super animé. Mais je mettrais Akira juste au-dessus
par rapport à ce que tu regardes, quoi. Ok. Mais Ghost in the Shell, je l'ai vu, je pense, avec toi C'est possible, ouais. et un ami commun à nous. Mathieu? Ouais. J'en parle après. Bisous, Mathieu. Mais j'en ai très peu de souvenirs. Ok. Alors, c'était à une époque où, où j'ai très peu de souvenirs. Mais ouais, il faudrait que je revoie. Mais Je regarde pense la version que- de 95 dans ce cas-là, si tu veux le revoir. Ah ouais, Parce qu'ils ont refait une version en 2000, Ok. enfin quelques années plus tard, dans laquelle ils ont intégré de la CGI, notamment sur la scène où tu as le Major qui se jette de l'immeuble au tout début Ouais. du film. Et c'est dégueulasse. Et c'était l'idée de qui de faire ça? Je pense que c'est un coup marketing, c'est pour Ouais. le relancer derrière en disant voilà, on a apporté un petit plus pour monter aussi l'image en Full HD, tout ça, mais derrière, l'effet CGI est pas top. Ok, En tout cas, c'est mon point de vue. Je noté. préfère la vieille version sur le celluloïd qui est incroyable. Très bien. Pour ses autres œuvres, on relèvera les films d'animation L'amour, un rêve sans fin en 1984, Pat Labor de Movie 1 et 2 respectivement en 1990 et 1993, Jinro, la Brigade des loups en 99, dans laquelle il n'apparaît qu'en tant que scénariste, Ghost in the Shell 2 Innocence en 2004, The Skycrawlers en 2008, et pour les films live, parce qu'il en a réalisé aussi, Lunettes rouges en 1987 et Stray Dogs en 1991, deux films uchroniques dans un Japon totalitaire qui amorcent et complètent l'intrigue de Jinro, et enfin Avalon en 2001, film nippo-polonais qui sera présenté au Festival de Cannes la même année. Et avant de passer au reste du cast, deux petites informations qui ont leur importance. Tout d'abord, James Cameron. Tu connais James Cameron ? À peu près, ouais. Qui a exprimé lors d'une interview son admiration pour les excellents films de Mamoru Oshii, en les qualifiant tous d'œuvres visionnaires. Mais surtout, Ghost in the Shell 2 Innocence était le 4e film d'animation à concourir en sélection officielle du Festival de Cannes en 2004, le tout premier étant La planète sauvage de René Laloux en 1973, et les deux autres, c'était Shrek 1 et 2. Ok. René Laloux, je suis OK. Shrek 1 et 2, ouais, c'est cool, mais je vois pas pourquoi les faire concourir au Festival de Cannes. Après, c'est beau, l'histoire, elle est top, j'adore Shrek, c'est super cool. Mais voilà, entre René Laloux et Oshii, tu mets au milieu Shrek, c'est pas le même combat, quoi. Ouais. C'est bien. Attention, je suis pas en train C'est de pas bâcher le film. Wall-E, quoi. C'est pas Wall-E, voilà. Voilà, par exemple, pour citer Pixar, Wall-E, tu le mets en numéro 1, bien devant tout le monde, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Peut-être. Non, c'est sûr. Wall-E, quoi. Ratatouille. Wall-E. Wall-E devant tous les autres. Hmm. Très largement. Il y a tout dans ce film. T'as de l'émotion, t'as de l'amour, t'as de l'action, c'est beau, c'est un film quasiment muet. C'est l'une des plus belles histoires d'amour que tu vois, avec 2 boîtes de conserve. Et ça marche, et Ouais. Ah, il est trop bien. il est incroyable ce film. J'adore Wall-E. Pour la direction artistique et le storyboard, on retrouve Yoshitaka Amano, peintre, illustrateur, character designer, créateur de décors et de costumes pour le théâtre et le cinéma. Son nom est étroitement lié à certains personnages emblématiques de l'animation japonaise, comme Gatchaman, Tekkaman, Kachern, ou d'autres personnages issus de romans populaires, comme le Dumpil dans les 45 volumes de la saga Vampire Hunter D. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Vampire Hunter D est une saga à l'univers unique, à mi-chemin entre le western futuriste et la dark fantasy, où l'on suit les aventures d'un héros solitaire, moitié humain, moitié vampire, le fameux Dumpil, chevauchant un étalon mécanique, armé d'un katana de 2 mètres de long et ayant comme seul compagnon de route une tête parasite dans le creux de sa main gauche. Bon, dit comme ça a l'air complètement débile, un pur nanar, ou autre chose encore, mais je vous invite fortement à découvrir les adaptations animées de cette saga, Vampire Hunter D, chasseur de vampires de Toyo Ashida en 1985, mais surtout Vampire Hunter D Bloodlust de Yoshiaki Kawajiri, sorti en 2000, qui est tout simplement exceptionnel. Graphisme, animation, musique, ambiance, écriture des personnages, intrigue, tout est superbe. C'est vraiment un animé de qualité. Si vous ne le connaissez pas, foncez, c'est une vraie pépite. Et vous ne serez pas déçus. Et si tu l'as pas vu, mec, regarde-le parce que C'est ça mieux tombe que par terre. Twilight ou pas? C'est... Tu ne peux pas... Alors, je prends cette blague complètement à part, d'ailleurs qui est très mauvaise. Alors, tu parles d'OVNI pour Tenchi no Tamago, Ouais. je te l'accorde. Mais ça, c'est plutôt OVNI d'un point de vue expérimental. Ok. Si tu prends Vampire Hunter D Bloodlust, c'est un OVNI parce que c'est un melting pot de tout ce qui existe. Tu prends tout, tu secoues très fort dans un shaker, tu balances, t'as ça. Sauf que c'est bien. Là où tu pourrais dire, ouais, franchement, ça a l'air kitsch ou ça a l'air complètement débile, le petit pitch que j'ai fait vite fait là, tu te dis, ok, c'est un grand n'importe quoi le truc, et pourtant ça marche, quoi. C'est une espèce d'alchimie incroyable. C'est l'un des meilleurs animés graphiquement, au niveau de l'intrigue, au niveau de tout, qui est. Ouais, je l'adore. Ok. Les musiques et tout. Plus tout de est- blagues, tout est promis. Pas de problème. Twilight, bon voilà quoi. Non, c'est bon. Après, il y a des gens qui adorent Twilight. Je comprends parfaitement. Pour moi, les vampires qui brillent au soleil, qui sont tous déprimés et tout, Non. voilà quoi.
Mais pour en revenir à Yoshitaka Amano, il est surtout connu pour nous autres occidentaux comme l'illustrateur légendaire de la saga des jeux vidéo Final Fantasy, depuis le premier épisode sorti en 1987 jusqu'au 15e opus en 2016, une collaboration sur 27 jeux de la saga. Bah ouais, parce qu'il y a plein de spin-offs, de secondes parties, et bref, c'est super compliqué, pour laquelle il créera quelques-uns des personnages les plus mythiques du JRPG. T'as déjà joué au Final Fantasy ? J'ai joué au 7. Est-ce que tu aimes les Final Fantasy ? J'ai joué que le 7. Ok, moi je déteste. C'est vrai? En fait, non, c'est pas que je déteste, j'aime pas. J'aime Ah pas, ouais, j'aime pas les RPG. On m'aurait demandé de parier sur le fait que t'aimes ou pas, Ouais. je pensais que t'adorais. Ah, pas du tout. Mon frère les a tous faits, moi je supporte pas. Ok, C'est c'est quoi que t'aimes pas? Bah, c'est le fait de jouer au tour par tour. Ah Au ouais. bout de 2 minutes, je suis là, moi il faut que je martèle la manette, sinon ça me plaît pas. Par contre, je reconnais que graphiquement, au niveau des histoires, au niveau des musiques, bah, voilà, tu t'embarques dans des aventures pendant une centaine d'heures, c'est génial. Mais moi, c'est ni plus ni moins que le gameplay, j'aime pas. Au bout d'un moment, ça me stresse, il faut que Moi, j'avance, quoi. je sais pas si c'est ça qui m'a rebuté, moi, mais je me rappelle, j'ai acheté Final Fantasy VII. C'était Mais l'histoire l'époque où L'histoire est terrible, hein, du sur set. PS1, il était en 7 CD ou un truc comme ça, quoi. Ouais, je sais plus combien il y en a, mais effectivement, il y en Ouais. a pas Je suis mal. arrivé au 2e CD et je me suis dit, c'est pas pour moi. Moi, c'est le 8 que j'ai fait. Je suis arrivé jusqu'au 3e CD, je crois, et pareil. Je me suis dit, je me suis forcé, maintenant j'arrête. Ouais, mais t'as raison, c'est peut-être le gameplay. Le gameplay me plaît pas, quoi. Bref. Ben voilà, c'est dommage. On est deux là à parler de Final Fantasy alors qu'on n'aime pas tous les deux. Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, il y en a qui sont très très bien, il y en a Ouais. qui sont un peu moins bien. Quand on écoute les potes, mon frère en l'occurrence, qui ont joué, Mais le 7, c'est universel. le 7, le 7, le 8 aussi. Ouais, le 8 aussi, effectivement. Mais pour en revenir au film, et à titre personnel, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Amano lors d'une conférence en mars 2008, avec Franck, qui est venu la semaine dernière dans notre guest sur Predator, et Mathieu, à qui je refais un bisou. En plus d'avoir un talent immense, c'est un type hyper cool. Parce que pour la petite histoire, donc il était venu, il a fait des dessins, il a fait... Bon, la conférence, c'était top. Et à un moment donné, il y a eu une séance de dédicace. Donc il y avait plein de monde, on est tous allés, on a tous fait signer nos bouquins. Des bouquins qu'on avait ramenés de la maison, qu'on avait déjà, des jeux, des trucs comme ça. Moi, j'avais acheté un bouquin exprès pour le lui faire dédicacer. C'était un recueil de tout un tas d'illustrations qu'il a fait sur, je crois, 30 ans de carrière, 40 ans de carrière, je sais plus exactement. D'accord. Et j'y suis allé, je lui ai donné le stylo, j'ai baragouiné 2 mots en japonais. Il était content. Avec sa traductrice, on a un petit peu discuté. Il m'a fait un personnage issu de son univers à lui, pas quelqu'un de défini en particulier. Ok. J'étais super content. Et en fait, après avoir discuté avec Matt et Franck pendant un petit moment, il y avait de moins en moins de monde. Et lui, du coup, il était tout seul. Et je me suis dit, bah, vas-y, je fonce, je vais lui demander un truc. Et je suis allé et j'ai rebaragouiné quelques mots en japonais sortis de ma poche qui voulaient strictement rien dire. Mais il a compris, je voulais 10 de Vampire Hunter 10, justement. Ouais. Il a sorti un stylo doré, si tu veux. Il a pris une page toute noire sur le bouquin et il a fait sur 2 pages, il m'a fait l'une des plus belles dédicaces que j'ai à la maison. Ok. Donc voilà, on l'a fait chier le mec pour qu'il nous fasse plusieurs dédicaces à chaque fois. Et il était super cool et il a pris du plaisir à le faire. Et nous, d'autant plus qu'on a gardé ça chez nous. Et après, on a la photo avec lui et c'était un super moment. Faudrait que tu me montres ça. Mais carrément. Au graphisme, c'est pour Shishio Kobayashi, marque de porcelaine, qui fut directeur de l'animation sur certains films ou séries comme Le Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki en 1979, lui aussi grand monstre de l'animation japonaise, Ashitano Joe 2 en 1981, Lamu, un rêve sans fin de Mamoru Oshii en 1984, Utena, la fillette révolutionnaire en 97 et Berserk entre 1997 et 98, entre autres. À la musique, c'est pour Yoshihiro Kano, les bruitages pour Kize Kazuyoshi et la production pour Tokuya Shoten. Ouais. Le mec au bruitage, chapeau. Et à la distribution vocale, bon, ça va aller très vite là encore parce qu'ils sont que 2. Iyudu Mako qui interprète la jeune fille et Nezu Jinpachi qui interprète le jeune homme. En plus d'être doubleur, Nezu Jinpachi est aussi acteur. Il apparaît notamment dans les films Kamegusha en 1980 et Ran en 1985, tous 2 des films d'Akira Kurosawa. Que tu as donc vu. Entre autres. Oui, tout à fait. Mhm. Qui sont 2 chefs-d'œuvre parmi tant d'autres de sa filmo. Et voilà pour la fiche technique. Très bien. Parlons du film alors. Allons-y. Parlons-en. Je vois que t'en as envie. Moi, je suis prêt à t'écouter là. Alors, on va divulguer un peu l'envers du décor aux gens. Ouais. Donc, quand j'ai fini le film, Tu m'as envoyé un texto. À ton tour. pour te dire what the fuck, Exactement. ça résume bien ma réaction. Alors, j'ai honnêtement rien compris, quoi. D'accord. Sur mon premier visionnage. Ouais. Et après, en le revoyant, c'était un peu plus clair. Tu arrives plus ou moins après à raccorder les wagons, on va dire. Ouais. Ok. Dans le genre, on t'aide pas du tout à comprendre. Là, on est vraiment au sommet. Au niveau maximum, voilà. Ouais. Ouais.
Je pensais que j'étais dans le flou quand j'ai vu Enemy avec Jake Gyllenhaal, mais là, Ah, ça n'a rien à voir. là c'est le méga flou. Ouais. Alors, je vais raconter un peu. Vas-y, fais un petit synopsis. Ouais, un petit résumé sans spoiler. C'est très simple. Ouais. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup pour le petit pitch. On suit une fille Oui. qui protège un œuf C'est ça. dans un monde très sombre, apocalyptique, mais pas hostile, Non. juste déchu, dévasté, quoi. Ouais. Et voilà, on suit ce petit brin de lumière dans ce monde bien ombré. Exactement. Est-ce qu'il faut en dire plus? Je Ouais, sais pas. On peut rajouter, comme on a parlé justement dans la distribution vocale Oui. d'un jeune homme. Elle va rencontrer un jeune homme Mhm. qui va faire un petit bout de chemin avec elle, on va dire. C'est ça. Dans une espèce de déambulation mystique. Ouais. J'aime bien ce terme parce que c'est un peu le délire du film, quoi. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. Voilà. Bah, on va rentrer un peu plus en détail dans le film, donc si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, allez-y. Franchement, allez-y. Alors moi, je l'ai vu donc 2 fois Mhm. pour le podcast et je le conseille largement. Ouais, mais carrément. Si vous voulez découvrir quelque chose d'unique, on peut le dire d'une certaine manière. Ah, c'est unique. Ouais, allez-y parce que ça vaut franchement le coup. C'est l'anti-manga. Bah, alors, je dirais pas l'anti-manga. Dans mon esprit à moi. Par rapport à quoi? Par rapport Par au fait rapport à justement mon a qu'on priori. Ouais, ouais, voilà. ok. Qu'on te donne trop d'informations à chaque fois, justement, pour que tu avances. Ouais, Exactement. j'ai compris. Mais après, graphiquement parlant, on est pile poil dedans. Ouais. En tout cas, au niveau des personnages. Donc parlons un peu de l'histoire, un peu plus Ouais. en profondeur. Donc on a cette fille Ouais. qui semble avoir un œuf dans sa robe. Mhm. On est dans un film déjà très contemplatif, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, elles durent 2 minutes, quoi. Mais en fait, j'ai même envie de te dire, chaque plan, Ouais. chaque changement de plan, ça dure. Ça dure. T'es censé regarder, en fait. On te laisse le temps de regarder tout ce que tu veux, quoi. Tu peux aller dans les angles, tu peux Mhm. rester sur ce qu'on te montre. Franchement, c'est fascinant par rapport à des mangas que j'ai vus moi où ça part rapide dans tous les sens, Ouais. les scènes de combat et trucs comme ça, que ça c'était très vif, très rapide. C'est ça. Là, on est dans autre chose, on est dans la contemplation complète. Bah, tu vois, je parlais tout à l'heure de Akira, de Ouais. Katsuhiro Otomo. Mhm. Bah, voilà. Akira, c'est l'antithèse de Tenchi no Tamago. D'accord, à Voilà. ce niveau-là, Ah, ça n'a rien à voir. au niveau de la rapidité, Bah, au niveau de ce qui se passe à l'écran. ok. Tu as des plans fixes dans Akira, mais Ouais. dans lesquels il y a un milliard de mouvements, de petits éléments qui bougent, de personnages en arrière-plan qui passent, de lumière, de plein de trucs. Ah, c'est lumineux. Oui, ça l'est. Mhm. Effectivement, t'es dans une ville, quand t'as des scènes nocturnes, t'as de la lumière partout. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que à chaque instant, l'image bouge. Ouais. Ça bouge tout le temps. Là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Ok. Ça bouge quasiment pas. Il y a des trucs qui bougent, des ondes dans l'eau, des reflets, des petites choses comme ça. Ouais. Mais tu as plus que de la contemplation où tu peux observer l'image en détail. Je dirais surtout que ces plans presque statiques te permettent de réfléchir par rapport à ce que tu es en train de voir. Tu vois, moi j'ai l'impression que le côté contemplatif du film, alors contemplatif, oui parce que c'est joli, Mhm. mais on va quand même pas se cacher, c'est lent. Moi ça me gêne absolument pas. Moi j'adore ça justement. Moi, j'adore. Il y a des moments, on va y venir chronologiquement, mais Ouais. il y a des moments, je crois qu'il y a des scènes qui durent genre 3 minutes. Il y a des scènes qui sont très longues Mais c'est où il se magnifique. passe rien. Ouais, mais c'est beau. En fait, le truc, c'est que c'est un peu comme l'art en général. Ouais, Tu sais, il y a des gens, ils te disent, ouais, mais ça, c'est pas de l'art et tout, tu vois. Mhm. Fait, ouais, mais le mec, il l'a fait. ouais, bien sûr. Et j'ai un peu eu ce sentiment-là où je me suis dit, putain, le plan, ça fait 3 minutes qu'ils sont dessus, quoi. Mhm. Mais en même temps, le mec, il l'a fait, quoi. Il y a une Il volonté s'est derrière. dit, voilà, il s'est dit, là, il faut que ça dure 3 minutes. Mhm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est important, très, très important, Que ce que ça soit long. dure 3 minutes. Et je tu vois vois. très bien le plan dont tu Ouais, parles, ouais. et ce plan est légitime. Par Bah contre, oui, non, mais voilà. clairement, c'est trop fort. C'est ça. On Par y contre, viendra, il y a on y viendra. d'autres plans, notamment pendant la phase de générique. Il y a un générique au début du film dans Ouais. lequel on voit le staff. Tout est écrit en japonais, Ouais. donc on n'arrive pas trop à voir ce qu'il y a écrit. Mais à un moment donné, on a une image extrêmement sombre où Mhm. l'on voit juste plus ou moins l'abri duquel sort la fillette, Ouais, qui est en arrière-plan, qui ressemble à une arche. tout à fait. On va le garder ça dans un coin de notre tête. Ouais. Et il se passe rien, ça bouge pas, c'est très sombre, il y a même plus de texte écrit sur l'image, et à un moment donné, hop, elle passe en premier plan, en courant, et elle Ouais. passe devant l'image et on change de plan. Ouais. Ce passage-là, il y a peut-être une intention derrière, mais pour moi, ça, c'est typiquement un plan qui est là par rapport à la musique, par exemple. Tu te dis, ok, ils ont rallongé le plan pour que ça colle à l'instant musical. Ouais, et pour Ce te qui est mettre dedans possible. aussi, pour te Oui. dire, voilà, on est dans ce genre de... C'est ça, sachant qu'en plus, c'est le départ du voyage. Ouais. C'est elle sort de chez elle pour commencer à aller, on va dire, en direction de la ville. Mais voilà, il y a des longueurs Ouais. par moment qui sont vraiment longues. Ouais. Moi, ça me gêne pas, encore Moi une non fois, plus, moi non mais plus. c'est le genre de lenteur qui peut déstabiliser certaines personnes. Ah oui. Très clairement. Moi, je sais que je montre ça à mon frère, au bout de 10 secondes, il me dit, bon, je change de chaîne. Mm.
Donc, Ah, c'est très risqué. Hein. ouais, voilà. Donc, il faut se lancer dedans en disant, il y a des moments où ça va prendre son temps. Ouais. Ça va vraiment le prendre. Il y a des moments où on va se dire, pourquoi c'est aussi long? C'est bon, j'ai compris, il n'y a rien à voir, il n'y a rien de particulier, ça raconte rien de plus. Il Ouais. n'y a même pas encore, pour l'instant, d'interrogation par rapport à l'intrigue. Mhm. Donc, pourquoi des plans aussi longs? Mais il y a certains passages qui sont superbes. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que un chef-d'œuvre, Mhm. sans dire que ça c'est un chef-d'œuvre, mais Mhm. est-ce qu'un chef-d'œuvre pour toi, il doit forcément prendre d'énormes risques? C'est-à-dire, si tu es là en train d'essayer C'est une de bonne question. plaire au plus grand nombre, est-ce que tu peux être un chef-d'œuvre dans ce sens-là? Parce que si tu écoutes les gens Mhm. qui crient au chef-d'œuvre pour certaines choses, Ouais. tu vois que c'est souvent des films ou des pièces d'art qui Ouais. sont pas pour tout le monde. Quoi, Ouais. tu vois. Alors pour toi, est-ce que forcément le chef-d'œuvre a besoin d'être risqué? C'est le mot que j'allais dire. Il faut une prise de risque quelque part. Ouais. Tu peux pas dire j'ai copié un truc, je fais comme tout le monde et dire oh, c'est fantastique. Mhm. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui sorte un peu du lot pour que justement, toi-même, tu le remarques. Ouais. Si par exemple, tu regardes 100 films identiques, comment tu peux dire le 55e ou le 73e, il sort du lot? Il y a forcément quelque chose qui va le faire sortir. Soit c'est l'esthétique, soit c'est la musique, soit c'est l'intrigue, soit c'est le jeu d'acteur, la mise en scène, ça peut être énormément de choses. Mais il faut qu'il y ait un petit truc. Et Ouais. je pense justement que la prise de risque, c'est là où tu vas un peu déstabiliser le spectateur. C'est là où peut-être tu vas essayer de mettre en avant un autre truc. Alors, tu peux te casser la gueule, mais je pense que c'est le propre de la création. Si à un moment donné, t'échoues pas, tu risques pas, si tu te perds pas, si... Mais est-ce que tu peux vraiment te casser la gueule? C'est ça la question. Ah bah si, carrément. Bah, le truc, c'est que quand tu prends autant de risques, Ouais. comme ce film en prend, Oui. je trouve, Mhm. là où, comme tu dis, il y a de la longueur et tout, Ouais, bien sûr. pour moi, quand tu regardes ça, Mhm. moi je me dis, obligé, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui dit, ça, c'est le meilleur truc que j'ai Mais- jamais vu de ma vie, c'est obligé. Bien tu vois. sûr. Après, toute création trouve son public. Voilà. Après, c'est aussi le principe des œuvres de niche, Ouais. que ce soit dans la musique, Mm. dans l'art, la Ouais, photographie. l'expérimental. Voilà, exactement. Mm. Tu vas avoir des mecs qui vont adhérer, tu vas avoir des mecs qui vont détester. Plus Ouais. c'est tranché, justement, plus tu peux après débattre. Ouais. Là où tu as les œuvres qui se raccrochent, bon ben voilà, Mais tu fais- quelque part, là où c'est pas clivant, en fait, c'est ça. il n'y a pas de chef-d'œuvre. Je- C'est dur, hein. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Est-ce que- chef-d'œuvre? Qu'est-ce qu'un ouais, chef-d'œuvre, c'est tu vois? sûr, Est-ce c'est qu'un sûr. chef-d'œuvre, c'est toi qui le dis, pour toi, ça peut être un chef-d'œuvre? Mm. Est-ce qu'il faut un consortium qui dise non, on est unanimement d'accord, c'est un chef-d'œuvre? Est-ce qu'il faut être nombreux? Est-ce que. Ouais, c'est sûr. C'est très subjectif. Exactement. Mais je pars quand même du principe qu'à un moment donné, il faut tenter le truc. Ouais. Quitte à ce qu'il y en ait qui finissent le premier visionnage en se disant putain, j'ai rien compris, quoi. Mais exactement, Mm. je lève la main, hein, ça a été mon cas, hein, Ouais. et j'ai envie de te dire, plus je le regarde, le film, moins je le comprends. Ouais. Parce que je me fais des idées sur certains points, Mm. et puis finalement, je me dis, non, mais si je pense ça, si le film essaie de m'expliquer ça, pourquoi dans ce cas-là, il y a ça à côté? Tu Mm. vois, il y a des parallèles qui se font pas, il y a des moments où tu te dis, bon, bah là, ça se contredit par rapport à ce que j'imaginais plus tôt, et c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. On va en parler. Mais tu vois, au fur et à aujourd'hui, mesure. moi, je suis venu à moitié pour te dire ce que j'ai pensé du film, tu Ouais. vois, mais l'autre moitié pour avoir un peu des réponses, quand même. Tu risques pas d'en avoir, en fait. Mais j'en veux, parce que Mais moi, tu vois, le truc aussi, il est là. C'est que techniquement, de ta part, j'en attends pas non plus. Je veux juste savoir ce que tu as ressenti. Pour moi, c'est pas un film que tu regardes Ouais. et que tu expliques. Pour moi, Non, c'est un clairement. film que tu ressens. Ouais. Bon, il y a des choses, voilà, la musique me transporte. clair. Visuellement, l'ambiance de manière générale, c'est exactement ce que je kiffe. Ouais. Ah ouais, à tous les niveaux. Tout se passe de nuit, Mhm. donc tout est très sombre. Ouais. Il y a énormément de décors qui contiennent de l'eau, que ce soit des fontaines, que ce soit des lacs. Enfin, t'imagines des lacs, t'imagines un ruisseau, même Mm. si tu vois pas tout. Des fontaines. Mais il y a tous ces trucs-là où voilà, ça déjà, ça me plaît. Tu vois, parce que tu as un petit bruit, parce que tu as un petit mouvement, parce Ouais, que c'est justement, vivant, tu as hein. des. C'est vivant, mais C'est aussi vivant t'as- et mort. en même Ouais, temps. carrément, mais tu as tout un parallèle avec les ombres. Quand elles tapent dans l'eau, ça fait d'autres dessins. Des fois, tu as des tracés noirs. En fait, tu te dis, ah, mais vu la gueule du tracé, ça a l'air d'être une espèce de poteau, et derrière, c'est son ombre qui passe. Du coup, tu as une forme un peu chelou. Ouais. Tu as des fonds bleus tout le temps, bleu foncé. Voilà, graphiquement, c'est un truc où tu vois des choses, tu as un peu d'interprétation des fois par rapport à certaines formes, mais après, voilà, le parallèle entre tu as un univers, on va dire, presque occidental, c'est pas Ouais. asiatique comme type de décor, Mm. c'est délabré, c'est presque apocalyptique, comme tu l'as dit en introduction. Tu as ce côté un peu gothique aussi dans cet univers qui en ressort, plus tous les trucs qui se passent à l'intérieur, ça on va en parler un peu plus tard. Ouais. Mais voilà, déjà ce truc de tu sais pas si c'est le passé, si c'est le futur, si t'es en Europe, si t'es dans un truc cauchemardesque. Mm.
Déjà, tu as des interrogations par rapport à ça. Moi, ça me plaît. Et après, ouais, tu as tout ce que le film va t'injecter comme délire. Ouais. Genre les poissons. Ouais. Moi, les poissons, ça me fait rêver. Ça, c'est le genre de truc. J'ai même pas envie de. Tu vois, je me pose un T'as milliard pas de envie de questions. savoir. Mais c'est ça. Je me pose un milliard de questions quand j'ai cette scène devant moi. Mais j'ai pas envie de savoir pour que justement ça reste énigmatique. C'est marrant ça. J'ai pas envie d'avoir de réponse à ce film-là. En fait, si demain, Mamoru Oshii tape à la porte et me dit, oh voilà, mec, Tenchi no Tamago, exactement, mot pour mot, ce film raconte ça, je vais être déçu. T'as pas envie de savoir. Ben non, parce Du que tout. derrière, ça va m'enlever une part d'imaginaire que je peux moi-même apporter au film. Ah ouais, je comprends. Mais il y a des fois où, dans des œuvres, t'aimerais avoir la réponse. Ben oui et non. Je trouve que c'est un peu le propre de l'art. L'art te questionne. Donc après, c'est à toi aussi de sortir des idées pour justement soit compléter l'histoire que l'artiste a essayé de te raconter, soit pour te faire ta propre histoire, pour en fait que cette œuvre devienne tienne quelque part. Ouais. Et j'aime ce truc-là. J'aime avoir l'échange, pas juste être le spectateur assis dans un fauteuil à dire « Ah bah ok, c'est cool, le film a raconté ça, c'est bien. » Parce qu'après, t'éteins le film, tu vas te coucher, le lendemain, c'est fini quoi. Ouais, T'en ouais. parles un peu vite fait, « Ouais, j'ai vu ça, c'était cool, c'était sympa. » Mais des trucs comme ça, tu peux en parler pendant des heures. C'est clair. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, je sais pas, ça doit remonter il y a une vingtaine d'années, j'étais tombé dessus purement par hasard. J'ai un collègue qui m'en a parlé et j'ai dit « Tiens, je vais regarder. » Et plus je le regarde, encore une fois, moins j'ai de réponses à ce film, plus je me pose de questions. Et Et à puis ça chaque te fois, plaît, quoi. je tripe en regardant ce film. C'est extraordinaire. Et tu vois, je peux te le dire, je pense que je le reverrai. Mais j'espère bien. Mais en plus, il est court. Ouais, Du c'est coup, bien. les passages très lents du film C'est ça qui ne est sont fou. absolument pas gênants parce qu'au bout d'1h11 de film, le film il est terminé. Non, mais en plus, c'est ça que tu te dis, c'est que ces séquences qui sont très longues, Ouais. elles prennent un pourcentage énorme du film, quoi. Exactement. C'est ça qui est fou, quoi. Ça apporte beaucoup au film et ça n'enlève rien justement à la découverte. Ouais. De te dire, putain, ça fait une demi-heure, je peux comprendre qu'il y ait des gens au bout d'une demi-heure, peut-être qu'ils disaient, je me fais chier, il faut que je change, quoi. Je peux le comprendre parfaitement. Mais derrière, la proposition artistique, la proposition de scénario à trous que le film te balance, c'est top. Je vais pas crier au génie, parce que ce serait un peu exagéré peut-être. Pour moi, Mamoru Oshii, il a fait d'autres films qui justement, en termes de réflexion, me plaisent davantage. Ghost in the Shell me plaît plus Ok. dans la réflexion. Quoique, Bah, c'est très différent, C'est ça un n'a peu plus rien à voir. axé, quoi. On te donne un scénario beaucoup plus qu'ici, quoi. Alors, je dirais surtout que Ghost in the Shell, c'est un truc dans lequel tu peux te retransposer. Hmm. Tu vois, en termes d'univers, Oui, voilà. surtout de la mouvance Exactement. que ça prend, en termes de l'intelligence artificielle, la cybernétique, etc. Tu peux te retrouver dans ce monde-là. Ouais. Là, ici, il faut que tu interprètes non seulement. En Ouais. fait, il faut que tu interprètes tout. C'est Il faut ça. que tu interprètes le monde dans lequel ils sont. Mhm. Parce qu'en fait, on te donne rien. On sait pas l'époque. On sait pas où c'est exactement. On sait pas qui On sont sait ces même pas bonhommes. s'il faut c'est dans un rêve. Mais tu vois. c'est exactement ça. Tu vois, pour moi, ce film, c'est ni plus ni moins qu'un rêve. Ce Mm. sont des séquences qui sont balancées comme ça, qui sont plus ou moins rattachées, on va dire. Ouais. Mais voilà, tu peux presque les prendre indépendamment, chacune, et les observer. Ça te raconte quelque chose. Tu vois, pour moi, le film, c'est entre le tableau que tu observes Mhm. et justement le rêve. Ce genre de moment où des fois, tu es en train de rêver, tu es dans un appart, tu ouvres la porte, tu es dans un autre monde. Tu vois. Et tu sais pas pourquoi. Et ton rêve est logique. Et ça continue comme ça. Et quand tu te réveilles le matin, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais. Tu vois, pourquoi j'ai rêvé de ça, quoi? Des fois, tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai mélangé ce truc-là avec ce truc-là? Ouais. T'as pas d'explication, mais Carrément. l'histoire que le rêve t'a racontée, ben voilà, t'as kiffé. Ou pas, ça dépend. Des fois, c'est des cauchemars. Et ce film, c'est exactement ça. C'est une frontière, si tu veux, entre le rêve et le cauchemar. Ce que la petite fille va vivre, ça, c'est le côté plutôt fun, plutôt Ouais. rêvant. Et quand elle va rencontrer ce mec, qu'est-ce qui va se passer? Et il va se passer un truc qui va faire que tu vas revenir dans un cauchemar à la fin, quoi. En tout cas pour elle. Ouais. Le truc qu'elle ne voulait absolument pas vivre. Le truc qu'elle ne voulait peut-être même pas connaître. Tu vois, cette espèce de révélation aussi, peut-être. Parce que ça aussi, c'est toute une interrogation. Bref, on va en parler. On de y ça. vient. Allons-y. Allez, reprenons le récit. Oui. Donc, il y a un moment au début Mhm. que j'ai toujours pas trop compris. Ouais. Mais bon, apparemment, on n'est pas censé tout comprendre. Hein. Ouais. Mais elle est devant un lac. Oui. Et là, elle a une genre de. J'ai l'impression qu'il y a une genre de créature qui vient vers elle. Ouais. Qu'on ne voit pas à l'écran. C'est hors champ. Ouais, exactement. Cette Ouais. espèce de truc noir que tu vois arriver sur l'eau. Ouais. Ouais, exactement. Et après, elle voit, elle est apeurée, elle Mhm. est surprise en tout cas. Mhm. Et c'est tout, quoi. Ouais, avec ses cheveux qui bougent et qui retombent petit à Ouais. petit. Ouais, bah, tu sais pas ce que c'est. Elle a une espèce de flash qui lui traverse l'esprit. Est-ce qu'elle prend conscience d'un truc? Est-ce que c'est une créature? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est une pensée? Aucune idée. Est-ce que d'après toi, elle a une relation particulière avec l'eau en général? Alors je dirais oui. Ouais. C'est ça aussi qui est compliqué avec le film. Il y a plein de symboliques. Il y a énormément de références bibliques. Alors pour la petite anecdote, Mamoru Oshii avait, plus jeune, entamé des études pour devenir prêtre. C'était quelqu'un qui était croyant. Mhm. Et voilà, il est presque rentré dans les ordres, sauf qu'à un moment donné, il a perdu la foi. Et du coup, il en est sorti. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire des études de réalisation.
C'est une belle métaphore de la perte de la foi, hein, ce Ouais, film. mais j'ai envie de dire que c'est un film méta pour lui. Hein. Hmm. Je pense justement que peut-être qu'il a voulu mettre ça sur le papier, écrire un scénar par rapport à ça, justement, la Ouais. perte de sa foi à lui, Et de comment il se retrouve là-dedans. après la perte, quoi. Exactement. Et après, tu peux aussi te positionner. Est-ce que lui, plus ou moins, c'est la petite fille? Est-ce qu'il était la petite fille? Est-ce que c'est plus ou moins le garçon? Peut-être les deux à la fois, peut-être aucun des deux, tu sais pas. Alors, il y a deux trucs intéressants que Mamoru Oshii a dit à plusieurs lors d'interviews. Mhm. La première, je la garde pour la fin, parce que ça peut révéler un peu des Le trucs pour le film. suspense que tu nous fais, Mais salaud. surtout, il a annoncé, alors j'ai pas la ref de l'interview, mais il a dit que lui-même ne comprenait pas le film. Et que justement, il laissait libre interprétation au spectateur. C'est comme du dessin automatique, quoi. Exactement. Sauf que tu peux aussi te dire, si t'es un peu sceptique ou si t'aimes Ouais. pas le film, tu peux dire, ouais, c'est bon. Un mytho. Ouais, voilà, tu vois, c'est comme dire contemplatif sur Ouais. des plans où il se passe rien, tu te fais chier, mais quand tu dis contemplatif, ça fait intelligent, tu vois, tu Ouais. pourrais presque te dire ça, et donc de dire, ouais, si le mec il dit, ouais, je laisse libre interprétation au spectateur, ça veut dire que le mec il a pas bossé, c'est un bouffon. Hmm. Encore une fois, tu vois, libre interprétation de penser ce que tu veux par rapport à cette phrase-là, Mhm. mais je trouve ça génial. Le fait de dire, ok les gars, il y a un début d'histoire, c'est ça, maintenant la fin, bah allez-y, c'est vous qui la construisez. Moi, je vous balance des images avec mon pote Amano, voilà, je vous propose des trucs, c'est cool, c'est son univers graphique, et maintenant amusez-vous, quoi. Ouais. Et personnellement, j'aime bien cette approche-là. Pour moi, c'est ça, ce film-là. C'est, ok, voilà quelques trucs, voilà des cartes. Maintenant, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Bon, peut-être pas, parce qu'il y a vraiment une chronologie, on va dire, par rapport Ouais. aux séquences. C'est le bac à sable. Faites ce que vous voulez avec. Mm. Je trouve ça pas mal. Mhm. Alors, si on sort un peu quelques symboliques bibliques, l'eau, c'est ça. C'est une représentation de la vie éternelle et de la purification de l'esprit. C'est ce que tu fais quand tu rentres dans une église. Tu prends l'eau bénite, tu la mets sur le front. C'est aussi le baptême. C'est tous ces trucs-là. Et puis l'eau, de manière générale, il n'y a rien de plus pur. Au Hmm. niveau naturel, voilà, c'est transparent, c'est fluide, ça se fout partout. C'est quelque chose qui prend différentes formes, qui peut être destructeur, mais qui est aussi, on en a besoin, tu vois, de l'eau. Ouais. Donc moi, je prendrais ça comme ça. Donc elle est en quête de pureté, vu qu'apparemment elle cherche de l'eau en bonbonne de partout. Ouais, puis il y a même aussi cette approche, tu vois, elle se nourrit de peu de choses. On la voit à un moment donné prendre un pot de confiture vite fait Exact. pour bouffer. Ouais. Et après, elle boit beaucoup d'eau. Voilà, elle a besoin juste d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets, tu vois, Ouais, pour ouais. continuer d'exister. Alors, à un moment donné, on la voit, elle trouve une bonbonne aussi. Ouais, toujours en de verre ce qui aussi. Hein. semble être du vin. Oui, exact. Est-ce que là, c'est encore une référence biblique? Le vin transformé en eau, C'est tout une ça? excellente question. Parce qu'en plus, le vin, pour le coup, elle le prend, elle le vide. Ouais, le vide. Pour pouvoir après Elle- la remplir avec de l'eau. Remplacé. Pareil, tu vois, est-ce que c'est du vin? J'ai envie de te dire plus ou moins oui. Peut-être qu'il y a une symbolique, encore une fois. Ça, j'en sais rien. Pour ma part, je verrais juste ni plus ni moins que la couleur. Tu vois, le rouge, c'est aussi la couleur de la passion, certes, mais c'est aussi la couleur du sang. La violence. Du coup, voilà, de la violence. Du coup, pour elle, peut-être que c'est le truc qu'elle prend, qu'elle dégage pour la remplir et le purifier. Tu vois, cette espèce de bonbonne. Chaque bonbonne, en plus, c'est des bonbonnes, elles sont rondes, tout en verre. Tu vois à travers, comme l'eau. Le rond, c'est quelque chose de généreux, c'est quelque chose, c'est une forme qui est agréable, qui est positive, Ouais. à l'inverse de la lame qui est pointue, qui pique, qui fait peur, tu vois. Yes. Et alors, avant tout ça, je crois qu'on voit l'œil, non? Ouais, au tout début. Donc le Tu as vaisseau. oublié de parler de ça. Ouais. Le vaisseau qui arrive. Qui est, pour moi, le meilleur passage du film. Ah ouais? Le début et la fin. Ouais. Ah putain, c'est génial. Tu vois, juste visuellement, ce que ça te raconte. Déjà, le décor. Le décor, t'as un sol en damier qui est rouge et noir. Déjà, c'est quoi ce délire? Après, tout autour de ce décor, t'as des espèces de parties en mécanique, des trucs un peu pétés, tu sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de radar, des antennes, tu sais pas si c'est une arme, tu sais pas ce que c'est ce machin. Tu te poses un milliard de questions, ne serait-ce que sur ce plan-là. Carrément. Où est-ce qu'on est? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est ce machin? Aucune idée. Il y a un truc qui tombe du ciel. Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est un œil gigantesque. Alors, c'est pas vraiment un œil. C'est une sphère noire qui est occultée au milieu avec une espèce de vitrail bleu Ouais. qui émane de la lumière. Ouais, ça ressemble à Et un œil. autour duquel il y a des genres de trucs mécaniques. Ouais. C'est... Il y a des tuyaux, ça fait du bruit. Ouais. Il y a des statues à perte de vue. C'est que des Ça femmes. semble plus être ou à moins. l'intérieur, c'est ça, hein? Non, ça, c'est l'extérieur. Les statues et tout? Ouais, elles sont toutes à l'extérieur. Ok. Ouais. Donc déjà, rien que ce truc-là, c'est fou. Ouais. C'est fou, c'est énigmatique, mais même, tu vois, dans la fantaisie, dans le fantastique, c'est génial. Et c'est de là que vient le mec. Non, le mec, il est déjà en bas. Le mec, il attend ce truc-là. Le mec, il est positionné, il le regarde en train d'arriver. Ouais. Que ce soit au début comme à la fin, quand il Ok. repart d'ailleurs. Il est toujours là sur ce sol, et puis lui, il contemple ce truc-là. Donc Et lui, il semble être en communication avec, non? ça, je sais pas, mais c'est encore un truc que tu peux te poser comme question. Est-ce que lui, il attend le truc qui va débarquer du ciel? Hmm. Est-ce qu'il est conscient de ce que c'est ou pas?
Est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il l'appelle? Aucune idée. Mais là, encore une fois, Tu as une idée là-dessus, toi, sur ta Absolument propre aucune. idée? Alors, du coup, pour le podcast, justement, j'ai Oui. gratté un peu plus, justement, dans toutes les symboliques bibliques. J'ai essayé un petit peu d'aller plus loin en ayant vu justement que Hoshi, il voulait être prêtre plus tôt. Je me suis dit, ok, bon, il faut gratter là-dedans. Et effectivement, du coup, il y a pas mal de réponses, tu vois, que j'ai pu trouver. Alors, des interprétations de certaines personnes, que j'ai trouvées brillantes d'ailleurs. Donc là, il représenterait Dieu. Bon, ok, jusqu'ici, pourquoi pas. Ouais, Ça c'est ce pourrait être un vaisseau que spatial, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait c'était être... mon idée de base. Voilà. En plus, c'est un œil qui voit tout, tu vois, c'est le truc. C'est l'œil, c'est Big c'est Brother, c'est Exactement. Donc le voilà. tout-puissant. Tu pourrais dire que c'est Dieu. En plus, il descend du ciel, tu vois, bon, Mm. avec cette espèce de lumière bleutée. Pourquoi pas? Le jeune homme, lui, ce serait une représentation de Jésus. Déjà de une, parce qu'il se trimballe avec une espèce de grosse croix. Ça, Ouais. c'est pareil. C'est quoi cette croix? C'est un Ouais, c'est fusil? fait Est-ce en que c'est quoi? un fourreau d'épée? C'est fait en quoi? C'est mécanique? C'est organique? Tu sais pas. Et tu peux te poser des questions sur ce truc-là. Est-ce que c'est lourd? Enfin, ça a l'air d'être un truc un peu balèze, quoi, qui se trimballe, machin. Pourquoi il le porte d'ailleurs? Il a aussi des Il a des pansements bandages sur les mains. Voilà, bandages, donc ouais. c'est les stigmates peut-être Ouais. qu'il a. Donc là, encore une fois, du coup, tu peux faire le rapprochement avec Jésus. Ensuite, les statues sur l'œil, ben justement, alors il y en a qui diraient que ce serait la représentation des 140 000 élus de Dieu, marqués du sceau divin, mentionnés dans le chapitre 7 de l'Apocalypse de Jean. Ok. Voilà, c'est les mecs qui vont être sauvés pendant l'Apocalypse, en gros, quoi. Le bruit que l'œil émet, justement, par rapport à tous ces tubes, etc., ça pourrait être les 7 trompettes de l'Apocalypse lors de la bataille d'Armageddon. Armageddon, c'est le lieu qui rassemblera toutes les armées dans une ultime bataille entre les rois de la terre et Dieu, le bien contre le mal, la fin du monde, tout ça, quoi. C'est l'Apocalypse chapitre 16, verset 16, passage biblique que l'on peut raccrocher à la scène des tanks, justement, quand ils arrivent en ville, le rassemblement des armées. Donc ça aussi, ces tanks, on va en parler un peu plus tard. Oui. Il y a aussi 2 références à Noé dans le film. La première, c'est l'abri duquel elle sort. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus clair, justement. Tu vois une espèce d'arche. Oui. Voilà, tu as un espèce de bateau qui est sur une montagne et Avec qui des attend. grandes rames. Alors, je dirais pas que c'est des rames, je dirais plutôt que c'est les tuteurs, tu sais, avant, Ah que- oui, c'est avant vrai. qu'il y ait le déluge et qu'il Ouais, l'emporte ouais, pour carrément, que carrément. ça puisse voguer. Ouais, C'est un bateau sur terre, quoi, en gros. absolument. Et la deuxième référence, c'est justement la tirade du jeune homme quand il arrive dans l'abri de la petite fille. Un passage tiré de la Genèse, chapitre 6 à 9, Oui. et qui raconte ni plus ni moins l'histoire de Noé, quoi. Ouais. Et du déluge. À un détail près. Oui. Que l'oiseau ne revient pas, quoi. Dans l'Arche de Noé, l'oiseau, il revient avec la branche d'olivier. Oui, tout à fait. Alors, c'est le premier oiseau qu'ils ont envoyé qui est parvenu. Ouais. Il y a un autre oiseau qui revient effectivement à un moment donné, mais ils en ont envoyé plusieurs. Voilà, Noé, il n'a pas envoyé qu'une seule colombe. Lui, Oui. ils sont en recherche de l'oiseau. Eh ben, c'est ça tout le truc. Hmm. Est-ce que c'est l'oiseau qui recherche? Est-ce que lui, il sait ce qu'il y a dans l'œuf? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'œuf? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'œuf? C'est ça tout le truc. Trop de questions. Ouais, mais c'est ça qui est génial parce que on va Non, y c'est venir vrai, après par ouais. rapport à ça. On a parlé de poissons tout à l'heure. Les poissons dans la Bible, justement, c'est le synonyme d'abondance dans les évangiles. C'est aussi un signe de reconnaissance pour désigner le Sauveur. Poisson, C'est un symbole de Jésus. Hein. c'est un symbole de Jésus, Ouais. tout à fait, c'est ça. Ils l'ont tous aux États-Unis sur leur voiture. Ouais, exact. Petit poisson. Bah oui, c'est vrai. Puis c'est le vendredi, quoi, tu vois. Tu manges Bisous du aux Findus. Américains. Bisous aux Américains. Et ensuite, il y a la gravure de l'arbre dans l'abri qui représente soit l'arbre de la vie, soit l'arbre de la connaissance, 2 arbres non alimentaires plantés par Dieu dans le jardin d'Éden. Et des symboliques comme ça, il y en a plein, Ouais. tellement que j'ai pas noté, tellement que j'ai lu. Mais pour moi, tout ça, tu vois, c'est cool. Est-ce que le film te raconte quelque chose par rapport justement à la religion? Ouais. C'est possible. On dirait. On dirait. En tout cas, il y a pas mal de pistes qui sont lâchées. Ouais. Mais pour moi, c'est un point de départ. Ce sont des références que tu prends, tu crées ton histoire, et après, tu avances. Pour moi, la finalité du film, c'est pas... Alors, il y a effectivement la grande question de la foi. Et je dirais même plus, la question de la perte de la foi à travers le film. Ouais. Plus que la foi en elle-même. Hmm. Plus que la croyance même. Mais pour moi, c'est pas ça le truc. Alors, la foi, c'est quelque chose qui va au-delà de la religion. Hmm. Pour moi, la croyance, c'est quelque chose qui est ancré dans la religion. Là, il est quand même question de christianisme. Quoi. Alors oui, à travers les références, Ces symboles-là. c'est le cas. Mais pour revenir je fais une grosse différence entre la croyance et la foi. Mhm. Et encore une fois, c'est personnel. Pour Ouais. moi, la croyance, c'est quelque chose qu'on va t'inculquer, quelque part comme la religion. C'est-à-dire, tu peux pas arriver du jour au lendemain et avoir une connaissance qui te dit putain, la religion, c'est ça, Ouais. je suis croyant. Non, voilà, s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un avec toi qui va t'expliquer des choses pour justement te faire croire, Ouais. tu peux pas embrasser une religion comme ça. Mais la foi, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui va te raconter quelque chose. La foi, tu l'as en toi ou tu l'as pas. Ouais. Tu peux avoir foi, et même au-delà de la religion. Tu vois, la foi, ça peut être quelque chose dans l'esprit naturel ou n'importe quoi. La foi en l'homme, la foi en toute Un chose. espoir, quoi, quelque part. Alors, il y a encore une différence entre l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose sur lequel tu vas te rattacher pour que ça aille mieux, quelque part. Ouais. Pour essayer d'aller un peu plus loin. La foi, c'est quelque chose qui va t'animer. Hmm. La foi, c'est un truc en toi qui peut te faire soulever des montagnes.
Tu vois, quelque part, c'est un peu comme l'amour. Quand tu l'as, t'es prêt à tout. Tu peux faire des choses insensées presque, tu vois. La foi, ça te permet de te dépasser. Ok. T'as foi en quoi, toi? Pas en grand chose. Moi, je crois en rien et j'ai foi en pas grand chose, si tu veux. Donc, Ok. mais tu vois, c'est pas pour autant que la théologie, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Oui, ok. Et c'est pour cette raison que j'aime bien ce film-là. Pour moi, il y a une base ancrée de la religion catholique, qui plus est, Hmm. mais derrière, pour moi, voilà, c'est un point de départ. Après, derrière, tu vas plus loin. Justement, j'irais même presque à dire que c'est un film qui va contre la religion catholique, quelque part. Par rapport aux actions qu'entreprend le jeune homme, par rapport à cette fin qui te terrifie, quoi, Oui. et par rapport à ce que peut-être va savoir le réalisateur a essayé de nous faire comprendre. Ouais. Puis en plus, dans la conclusion où rien n'a été sauvé, quoi. Ben non. Il n'y a pas de lumière, quoi. Hein. Ben, C'est toujours aussi sombre à la fin. alors, il y a un petit espoir justement à la fin. Ah ouais? Il y a un espoir. Ok. On va en parler. Mais Ouais. quand ce vaisseau gigantesque repart, il y a un truc. Tu vois, pour moi, c'est les martyrs. Et derrière, La statue? ouais, voilà. Ouais. Elle repart en martyr. Mais derrière, ça va. Ouais, mais ça n'a rien changé. Non, mais elle a généré derrière d'autres choses. D'autres En questions. groupe. Comme tu dis, c'est cyclique, il va revenir, il va retrouver quelqu'un d'autre, et il y aura encore une statue de plus, comme les innombrables statues qu'il y a eu. Il est Peut-être. dans une quête qui ne sert à rien. Peut-être. Et du coup, tu peux dire dans ce cas-là que toutes les statues qu'il y a sur le vaisseau, c'est ni plus ni moins qu'un cycle éternel. Et du coup, tu te dis, ok, le machin, il est déjà venu autant de Ouais. fois que ça, quoi. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, elle va donner naissance à une multitude d'éléments. Ah, tous les œufs qui apparaissent Et sur ouais. l'eau, là? Elle, au début, elle en a qu'un, et à la fin, il y en a plein. Donc peut-être que son sacrifice est légitime pour donner une nouvelle naissance, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui va peut-être changer le monde. Ouais, j'y crois pas, moi, à ton truc. Non, moi non plus, mais quelque part, c'est un peu. Tu vois, c'est ça aussi. Il y a du pessimisme dans le Non, film. oui, bien Il y a sûr. énormément de pessimisme. Déjà, l'ambiance générale, il n'y a rien de plus dark, quoi. Ouais. Mais à la fin, tu as ce truc-là qui peut-être, tu vois, c'est peut-être la lueur. Tu vois, dans l'obscurité, comme cette petite fille, finalement. Elle, c'est le seul point blanc dans tout ce noir. À la fin, peut-être que son sacrifice va apporter quelque chose. Et c'est un peu aussi le principe de la religion catholique. Tu vois, Jésus-Christ s'est sacrifié pour sauver l'humanité. Mm. Bon, voilà, donc il y a peut-être aussi ce truc-là. Sauf qu'en l'occurrence, le Jésus qui est représenté, si tu suis les symboles, entre la croix, les stigmates et autres, le mec, il est assez machiavélique finalement. Oui, c'est lui le bourreau, quoi. Alors, c'est pas lui le bourreau. Il a pas tué la petite fille à la fin du film. Non, mais bon. C'est lui qui va l'entraîner dans sa chute. Indirectement aussi, quelque part. Il lui a fait un petit peu de mal. J'ai cru entendre. Ah oui, il a fait. Ah oui, tu entends bien d'ailleurs. Ouais. Bah, pour moi, alors, on va vite à la conclusion, hein, mais tant qu'on y est, pourquoi pas. Allez, allons-y. Pour moi, le film, c'est l'expression même du nihilisme. Oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est... De quoi tout ça? Tout est vain Ouais, finalement. tout est vain. C'est la vanité de l'être, Bah, de notre monde. la dernière image qu'on voit, Ouais. La dernière image que l'on voit le ou la dézoom total. Oui, le dézoom, ok. Ouais. Voilà, où on te montre qu'en fait, la petite parcelle de terre sur laquelle ils étaient, Exact. elle est sur rien, elle flotte quelque part, et en fait, on s'en fout, quoi. C'est une arche. C'est le dessous même de l'arche, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est ça aussi. Est-ce que c'est l'arche renversée? Est-ce que c'est l'arche qui avance? Mais c'est autour de quoi? Il y a que du noir, de toute C'est façon. ça, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc c'est mon interprétation. Hein. Ouais. Le mec a une quête qui ne sert à rien. Mhm. La fille a une quête qui ne sert à rien. Mhm. Ils pensent qu'ils prennent des décisions importantes, mais tout ne sert à rien. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais après, si tu vas plus loin et si tu prends, encore une fois, le microcosme et tu vas au macrocosme, Ouais. tu peux te dire aussi que la fin, cette arche gigantesque sur laquelle le peu d'humanité reste, c'est ça, c'est un vaisseau qui avance et tant qu'il n'y a pas la Terre qui apparaît, le truc il va continuer à voguer. Ouais. Et finalement, l'oiseau qui est lancé dans le ciel, c'est peut-être ce gros vaisseau, avec cette petite fille qui finalement maintenant apparaît comme une espèce de statue. Peut-être qu'un jour il va revenir, et peut-être qu'un jour ça sera annonciateur de, voilà, c'est bon, maintenant le cauchemar est terminé. Ouais. Tu vois, encore une fois, c'est plein de portes qui s'ouvrent, plein de... à chaque moi, fois ça que me tu ouvres une semble porte... futile, quoi. Ça me montre... Enfin, pour moi, ça exprimait la futilité de tout. Pour moi, tu vois, que ce soit positif ou négatif, à la fin du film, finalement, on s'en fout. Ouais, mais on C'est s'en pas ça fout. Mais bon, l'important. mais le but, c'est quand même d'interpréter, comme Oui, tu tout dis. à fait. Mais encore une fois, est-ce que tu as besoin d'une réponse pour Non, te non. dire maintenant je suis content parce que j'ai la réponse à tout ce que le film a essayé de me montrer? Non, moi, c'est juste c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, quoi. Mhm. Tu vois, après, qu'on me donne la réponse ou pas, je m'en fous. Après, effectivement, c'est une réponse qui me va bien, quoi. Ouais. Ça s'aligne avec un certain courant de pensée que je peux avoir. Donc, Mhm. forcément, quand on interprète à notre façon, on le fait, Bien sûr. comme l'est dit dans l'énoncé, à notre façon. Je quoi. suis tout à fait d'accord. Mhm. Tu vois, le fait de dire que c'est un rêve, Mhm. c'est un rêve. Mais voilà, entre le rêve et le cauchemar, tu sais pas trop. C'est un flottement entre les deux et c'est ni plus ni moins que ça. Et après, tu te réveilles. Voilà. Ouais. Le film est terminé. Bon, voilà, mon trip est terminé. Point. Ouais. Et ça me va parfaitement comme histoire. Après,
tous les décors, moi, c'est les décors qui me Ouais, font... les décors, Les décors parlons-en là au me rendent début. complètement fou. Au tout début, donc elle se promène un peu dans la ville. Ouais. Il y a ces moments où elle regarde dans les fenêtres Mhm. et toi, t'es à l'intérieur des Exactement. immeubles. Et c'est Elle est dans le dingue. cadre, elle est toute petite dans le cadre finalement. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il y a dans ces immeubles? Est-ce Ouais. que toi, tu te positionnes parce que tu observes cette petite fille? Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans qui observe cette petite fille aussi? Exactement. Est-ce que c'est menaçant? Est-ce que ça l'est pas? Après, on voit qu'à l'intérieur des bâtiments, il y a justement des mecs Mhm. qui sont les fameux pêcheurs qu'on découvrait un peu plus tard, Ouais. qui sont tous dans un premier temps parfaitement immobiles. Et du début à la fin, tous ces personnages-là sont monochromatiques. Eux, ils sont bleutés, parce que toute l'ambiance du film, c'est la nuit, donc tout est bleu. Mais voilà, eux, ils n'ont pas de couleur. Donc eux, tu vois ni plus ni moins que des âmes qui errent. Qui ont comme eux des quêtes futiles, quoi. Alors eux, pour le coup, c'est rien d'autre. C'est la futilité parfaite. Et ouais. Eux, leur job, c'est de chasser, parce que c'est même pas pêcher, c'est chasser au harpon des poissons, des ombres de poissons Mhm. qui flottent dans la ville. Ouais. Mais ça, c'est démoniaque comme idée d'avoir fait un truc Avec comme ça. une hystérie de fou et avec des coups d'arrêt incompréhensibles, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, tu passes à un autre truc. Voilà, la musique s'arrête, et puis tu es dans un autre décor, et après, tu reprends. D'ailleurs, la première image qu'on voit d'eux, c'est quand ils sont tous statiques dans les immeubles, justement. Exactement, c'est ça. Et là, j'ai l'impression, on dirait des pantins. Parce Oui, que c'est tu vrai, vois, parce que oui, c'est t'as des fils. Ouais, ils ont Mhm. leur fil de pêche, mais qui remontent, et au début, on dirait vraiment des pantins. Ce qui peut C'est ça. d'ailleurs vouloir dire quelque chose, quoi. Ouais, carrément. Ouais, le truc des pêcheurs, c'est dingue. C'est la frénésie, quoi. La musique qui va avec et tout. Quand j'ai dit c'est démoniaque, Mhm. c'est dans le sens où l'idée est complètement folle. Ouais. Moi, la première fois que j'ai vu ce truc, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est aussi un des passages du film qui me fait rêver. Hmm. L'idée, la simple idée de dire, je vais poser sur le papier, un moment, il y a des pêcheurs qui vont chasser des ombres de poissons géantes dans une ville énorme. Et il fallait l'écrire, ça. Il fallait que ça sorte de quelque part. Alors là, en termes de symbolique, bon, mis à part le poisson, voilà, qu'on a dit tout à l'heure, une Si on symbolique dit que biblique, le poisson, c'est symbole de christianisme, voilà, ce sont les hommes, finalement, qui vont à l'encontre de ce truc-là, qui vont essayer de tuer bah, qu'il la le... religion, qui Ouais. le renient quelque part. Ou alors qu'ils le cherchent, qui veulent justement se l'approprier Peut-être aussi. et qui sont en quête de foi. Peut-être aussi. Bon, c'est aussi tout le parallèle avec l'Apocalypse. L'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment donné, les humains n'étaient plus OK avec Dieu, et le Créateur a dit, bon, j'ai créé une espèce qui finalement n'est pas positive, je vais repartir de zéro, je vais tout éradiquer, on va reconstruire. Il y aura 144 000 élus, on va les prendre, on va les isoler, et eux, voilà, ils vont continuer à vivre parce que ils portent la foi, la croyance, tout ce que tu veux, quoi. En gros, hein. Sympa Dieu. C'est dur, hein, quand tu lis la religion, quelque part, toutes peu les religions, tyrannique, hein, le mec, toutes hein. les religions, c'est ça. Dieu, il est à la fois bienfaiteur, mais il est aussi revanchard quelque part, quoi. Tout ça parce qu'il n'est pas content des gens qu'il a lui-même créés, quoi. C'est ça. Bon, alors après, il y a un autre truc, justement, par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, tu as donc plus ou moins des anges, entre guillemets, Mhm. ou en tout cas des êtres purs qui sont descendus sur Terre et qui se sont multipliés, qui se sont accouplés avec les terriens. Et les générations descendantes, finalement, étaient négatives. Et c'est à partir de là que Dieu a dit, c'est quoi ce bordel? On va tout recommencer, quoi. Il avait qu'à faire que des êtres purs, là. Au lieu de se chier dans ses concoctions, là. Et ouais, mais c'est ça aussi le libre arbitre de l'humanité. Arrête un peu, rentrons pas là-dedans. Hein. Ah, quand tu lis la Bible, quelque part, c'est ça, quoi. Ouais. Tu donnes le choix. Tu as fait une création, et puis à un moment donné, il faut que tu la laisses voler de ses propres ailes. Comme quand tu fais Et un enfant, après, quelque tu part. l'extermines parce que elle a pas fait ce que tu voulais. Ça, j'avoue, c'est un peu particulier. Merci. Quand même, si tu lui laisses le libre arbitre, tu la châties pas après, quoi. Tu acceptes toutes les possibilités, voilà. Ce que ça peut engendrer derrière. Je suis d'accord. On est d'accord. La religion, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. N'en parlons pas maintenant, ça. Pourquoi? Après, le film aborde ces sujets-là, quelque Oui, part. absolument. Et justement, quand tu commences à prendre les parallèles, tu te dis, oui, peut-être que les pêcheurs, c'est ça, en fait. C'est des mecs qui, soit essayent de chasser la foi, chasser Dieu, quelque part, Ouais. ou en tout cas une représentation divine, ou alors peut-être Ouais. qu'ils essaient de se l'accaparer. Ouais, on sait même pas si c'est des antagonistes Mais en fait, on ou sait... des fanatiques, quoi. Ouais, tu sais pas, encore une fois, est-ce que ce sont des fantômes? Est-ce que c'est des mecs qui errent comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment des mecs qui habitent dans cette ville? Quoi qu'il en soit, la petite fille a l'air d'être pas spécialement OK avec ces mecs-là, quoi. Quand ils débarquent, Elle a quand peur, ils débarquent, quoi, elle a peur. ouais. Elle a peur et elle se réfugie justement sous la cape de l'homme, du jeune homme. C'est d'ailleurs la seule chose qui lui fait peur, t'as l'impression. Dans C'est ce- ça. Pourtant, le décor hyper glauque, ça la dérange pas trop, quoi. Elle a peur aussi du mec qui arrive. Hein. Alors, on parle de ça un peu? Parlons du mec qui arrive. À la venue de... La venue du gars. Ah, mec, c'est exceptionnel. C'est c'est génial. exceptionnel. Ouais, c'est fou. Mais là, Génial. encore une fois, c'est une Dinguerie, tu te c'est dis. une création qui... Elle a ni queue ni tête. Non, mais c'est ça, exactement.
Et tu Ça n'a pas de tu sens. dis, ça n'a pas de tu sais qu'il n'y a pas de réponse. Là, Non, tu vois. il y en a aucune. Tu peux arrêter de chercher tout de suite, il n'y a pas de réponse. Mais alors, j'adore l'introduction de la grande machine Ouais. qui amène ce mec. On sait même pas comment, quoi. C'est marrant parce que le bruit de la Mhm. machine, Ouais. qui est très présent, il commence 1 minute avant même que la machine soit là. Avant que tu la voies. Bien avant, t'entends comme ça pendant une scène où elle est toute seule, Mhm. tranquille. En plein milieu d'une Ouais. d'une ruelle, on va dire. Enfin, pas d'une ruelle, d'un grand. C'est pas des routes parce que il n'y a pas de l'asphalte, il n'y a pas des bandes blanches, il n'y a rien. Ouais. Mais voilà, une espèce de grande route pavée. Et tu te rends même pas compte que le volume de la musique augmente petit à petit. Ouais. Jusqu'à se te dire, putain, mais ça fait. J'ai regardé, d'accord, Mhm. 2 minutes 40 du bruit de Ouais. tank. Ouais. Quand je disais que c'était un film qui prend son temps, Mhm. là. Et en plus, voilà, il n'y en a pas qu'un qui débarque. Ouais. T'as toute une ribambelle de machines qui. Ouais. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un rassemblement prêt pour aller se battre, quoi. Alors, peut-être qu'il y a une image claire où on voit ça bien, mais Mhm. pour moi, c'était une seule et même entité. Genre un train. Je sais pas. Une chenille mécanique. Peut-être. Moi, pour moi, pour Tu moi. vois jamais vraiment les tanks individuels. Non. Tu vois un peu un genre de canon qui ressort, C'est mais ça. qui n'est pas un canon parce que c'est fait un peu comme ça croît un peu de choses. Pour le coup, c'est organique. Là, tu Ouais. vois qu'à un moment donné, lui, quand il descend de cette machine, il y a des câbles qui battent à un rythme cardiaque. Quoi. Il y a un mouvement organique, vraiment. En plus, c'est le seul élément graphique dans tout le film qui est orangé. Ouais. Il y a vraiment une couleur particulière qui sort de ce truc-là. Qui est bien le contraire du bleu, quoi. Exactement, qui est une complémentaire. Ouais. Donc ouais, là encore une fois, c'est le total opposé de tout le reste. Mais t'as ce machin qui arrive, déjà c'est assourdissant. Et puis voilà, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a une guerre qui se prépare? Est-ce que c'est une armée? Est-ce que lui fait partie de cette armée? Est-ce que c'est un mec aussi, un ancien soldat qui finalement a refusé d'aller combattre? Est-ce que c'est lui qui mène les troupes? T'en as aucune idée de ce truc-là aussi. Tu vois, pour moi, cette machine-là, Mhm. alors, encore une fois, c'est une interprétation, Oui. mais pour moi, c'est une seule et même machine. D'accord? C'est le témoin, vraiment, qu'on est dans un rêve. Enfin, en tout cas, de cette ambiguïté, quoi. Ok. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pas? Pour moi, cette machine, elle est absurde. On est dans l'absurde. Ouais. C'est inexplicable, inexpliqué, et on est dans la vision de quelqu'un sans en avoir tous les éléments. Mhm. En tout cas, elle s'enfuit. Oui. Elle a peur. Peur pour son œuf. Bah ouais, carrément. Alors, je sais même plus si à ce moment-là, ils se parlent entre eux. Non, il se parle pas. Ils se parlent pas. Non, De toute façon, il y a très très peu de dialogue pendant tout le film. Elle va se cacher dans une petite ruelle. Exact. C'est Mm. à ce moment-là, elle se barre. Ensuite, elle va à une fontaine, Mhm. scène que j'ai pas comprise, où elle remplit sa bonbonne d'eau, là, et après, elle la fait tomber, ça fait retentir un gong. Ouais. Pas compris. Mais cool. Je peux pas te donner plus d'infos, Ouais. des réponses que j'ai pas non plus. Ouais. Mais ils font un gros plan sur certaines choses. Ouais. Et tu te dis, il y a une signification derrière. Tu fais pas ça pour rien. Et Peut-être. pourtant, peut-être que tu le fais pour rien. Peut-être. Mais pourquoi elle fait tomber son truc? Pourquoi ça se brise pas? Et Mhm. pourquoi ça fait un gros bruit de gong? What the fuck, quoi. Et ouais, mais Bon, en tout cas, après, elle bouffe de la confiture. Hein, Oui. symbole de bonne maman, quoi. Elle se regarde encore dans l'eau. elle mange pas un steak en tout cas. Voilà. Elle mange pas un steak. Hein. Voilà. Voilà. Végétarienne. Quelqu'un d'un peu pur, Ouais. peut-être. Ouais, Elle peut-être. mange que du sucre, quoi. Après, il faut qu'elle fasse du rameur, tu vois, pour Eh perdre oui, des kilos bien en trop, sûr. quoi. Bah voilà, justement, elle se regarde dans l'eau, mais elle a pas trouvé son rameur. Puis, elle retrouve le gars Oui. qui lui rend son œuf Exactement. en lui disant de faire plus attention. Aux Le choses gars. à laquelle elle tient. Voilà, garder les choses précieuses à l'intérieur d'elle. Mhm. Donc voilà, il gagne sa confiance, hein, on peut dire. Ouais. Qu'est-ce qui est précieux finalement et qu'elle doit garder à l'intérieur d'elle? La foi. Ben ouais, encore une fois, c'est la foi. Parce que l'œuf, finalement, ok, c'est l'œuf. Ça, c'est le symbole imagé, palpable, mais c'est plus profond que ça. Bien Mm. évidemment, c'est la foi. Et c'est le personnage qui porte ce truc-là. Lui, très clairement, la foi, il n'a pas. Bah Ou alors, alors, qu'est-ce il ne qu'il l'a donne plus. des leçons aux autres, alors? Mais c'est ça tout le truc. Est-ce que justement, lui, ayant perdu tout ce truc-là, il a besoin d'aider quelqu'un pour essayer de ranimer un peu cette flamme? Si tu crois Pour plus, lui aussi. arrête. Encore une fois, c'est toute la fin du film, elle est là. Ah, moi, je l'aime pas, lui. Le fait de sacrifier ce truc pour peut-être derrière régénérer quelque chose de nouveau, Eh oui, mais ranimer la foi, redonner le truc à Ouais, mais tout le monde, à Ouais, l'humanité, mais à lui. c'est la même connerie que ce qu'il a fait Dieu avec son arche et tout ça. Là. C'est. En plus, c'est J'ai pas la pour réponse, qui j'en ai tu- aucune de réponse à ça. pour qui tu te prends, moi, j'ai envie de lui dire. Tu vois, Pourquoi? à essayer de raviver je sais pas quoi, chez je sais pas qui, tu vois. Ouais, Enfin, je veux peut-être. dire, fais ton bise à toi, tu vois, Mhm. au lieu de donner des leçons aux autres. Et, je sais pas. Sachant qu'en plus, elle, c'est vraiment le personnage qui est parfait.
pendant tout l'animé. Cette petite fille qui va couver cet œuf pendant tout le film. En plus, elle le met sous sa robe. T'as l'impression qu'elle est enceinte. Donc c'est la femme qui porte la vie. Alors, je sais pas si t'as pensé pareil, mais ça m'a beaucoup fait penser au Fils de l'homme. Ah. Parce que. Alors non, pas du tout. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu dis ça. Parce que elle a son œuf, donc comme tu dis, on dirait qu'elle est enceinte. J'ai l'impression qu'elle porte l'espoir un peu. Mais oui, mais c'est ça. Et exactement comme dans les Fils de l'homme, quoi. Oui, tout à fait. C'est l'espoir de l'humanité. Là, c'est, je sais pas, cet œuf là, c'est symbole de l'espoir d'un futur meilleur, quoi. Bah oui, bien sûr. Et puis elle, c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'il y a autour d'elle. Ouais. Elle est toute blanche et lumineuse dans ce décor tout sombre. Ainsi que son œuf. Ouais. Exactement, son œuf aussi, il est parfaitement blanc. C'est un symbole de pureté. Elle est petite, elle est très jeune, c'est une petite fille. À l'inverse, les seuls hommes que l'on voit d'ailleurs, ce ne sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes. Et ce sont tous des adultes, sauf le jeune homme, parce qu'on le dit, il est pas. Combien on lui donne 20 balais, quoi, pas plus. Ouais, ça va. À ce gars-là. Bon, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peu importe. Mais voilà, quoi. Elle est unique dans ce grand univers-là. Ouais. Lui aussi, il est unique. Mais bon, voilà. Il colle plus à cet univers. Elle, pas du tout. Elle est perdue. Alors, je sais pas si elle est perdue. Parce que c'est pareil, quand au tout début, après que l'œil soit tombé, elle se réveille. Donc, elle se réveille dans cet abri. Déjà, l'abri, c'est entre la grotte et l'appartement tout pété, on va dire. Ouais. T'as vu la sortie, ce que c'est? C'est un espèce de tube gigantesque. T'as l'impression que c'est un accouchement, le truc, quand elle sort. T'as l'impression que c'est une naissance. Mais c'est vrai, c'est une seconde naissance. Et du coup, quand tu arrives à la fin et que c'est un cycle, tu te dis, elle renaît de nouveau. Et ainsi de suite. D'où le non-sens, quoi, l'absurdité de tout, quoi. Mais le film est absurde. Même si derrière il a des bases concrètes rattachées à la religion, tout n'est qu'absurdité. Tu peux ramifier tout un tas d'informations, même à du rien. S'il faut, tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que du vent. Mais peu importe. T'as pas besoin. Tu vois, quelque part aussi, c'est ça le sujet du film. En quoi tu crois, quelque part. Voilà, le film, t'as une base. Maintenant, après, véhicule la pensée, quelque part, de ce film, de ce qu'il t'a raconté. Tu vois, le simple fait d'en parler entre nous deux, je trouve que c'est déjà gagné pour le film, tu vois. Carrément. C'est un peu le truc, voilà. Tu Ouais, véhicules une idée, tu clairement. véhicules une croyance, en quoi tu crois, qu'est-ce que tu crois par rapport à ça. Moi, j'imagine ça, je pense ça. Et je trouve ça fou, je trouve ça génial. Ouais. Et encore une fois, ça peut ne pas plaire, ne pas toucher, être complètement débile pour d'autres personnes. Et je le conçois et je le comprends. Il n'y a pas à jeter la pierre. Ah non, et pas du tout. Attention, je suis pas en train de dire, oui, là, le débat qu'on a tous les deux, c'est la véritable solution. Pas du tout. Et puis... ah si, quand même, un peu. Même, j'espère que si les gens écoutent et qui n'ont pas vu le film, bon, déjà, il faut regarder-le parce que sinon, vous allez rien comprendre. Mais voilà, de te laisser porter par le film. Ouais. Bon, en tout cas, revenons-en notre chronologie. À partir de là, il va commencer à la stalker, hein, gentiment. Oui. Mais elle va se laisser stalker. Oui. Dans un passage, d'ailleurs, qui est top. Ouais. Elle est en train de courir dans ce décor noir. T'as cette musique un peu plus positive, entre guillemets, avec les voix et les chœurs qui montent crescendo. Et elle qui se retourne au ralenti vers lui avec tous ses cheveux qui bougent. T'as l'impression qu'elle se fait séduire et qu'elle aime ça, tu vois, qu'elle l'embarque avec lui dans son monde à elle. Là, au début, t'as l'impression qu'elle n'est pas très contente. Hein. Quand on lui la suit. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Au début, et après, t'as l'impression qu'elle... Après, elle y trouve un certain réconfort. Oui, puis même, je vais pas dire de l'attirance, mais oui, sa présence lui convient et elle aime ça quelque part. Ouais, carrément. Il y a une complicité, il y a un lien qui va se tisser entre les deux. Puis après, on a l'épisode des pêcheurs. L'épisode des pêcheurs qui arrive. Dont on a déjà parlé. Et qui est complètement fou. Avec la musique de dingue. Qui est incroyable. Ouais. D'ailleurs, la musique, voilà. Fallait qu'on en parle. La musique pendant tout le film, elle est génialissime. Ouais. C'est un mélange de chants liturgiques, beaucoup de chœurs. Ouais. T'as beaucoup de cuivre, t'as beaucoup de percussions, c'est... Très expérimental. Enfin, ouais, aussi, mais... C'est un peu un ça terme pourrait être un opéra. fourre-tout, mais... Ouais, mais ça pourrait être un opéra, ça pourrait être ce truc-là, tu vois, un chant lyrique. Très imprévisible, en tout cas, comme musique. Et ça colle à l'univers. Carrément. Ça colle vraiment. C'est à la fois intriguant, c'est à la fois inquiétant, c'est à la fois beau, même. Le passage où elle l'amène, justement, elle va l'amener chez elle, dans son abri, dans cette espèce d'arche. Là, c'est beaucoup plus énigmatique, mais voilà, t'as une ambiance musicale qui est un peu plus cool. Ouais. Et après, on a le moment dans la cathédrale aussi, vite fait, où elle contemple les vitraux défraîchis, là. À ce moment-là, tu te dis, il y a quand même la symbolique de Marie, quoi. Elle est dans son truc, elle a l'air enceinte, ça me semblait assez... Mais t'as vu cette cathédrale? C'est pas vraiment une cathédrale, parce qu'au début, t'as des sièges. Ouais. C'est un opéra, un théâtre. Ouais. C'est un mix entre les deux. Il y a des sièges dans l'église. Il y a des bancs. Ouais. Et là, ça a l'air vraiment des sièges. T'as l'impression que c'est une grande salle de spectacle. Donc la religion, c'est un grand spectacle? Non, je dirais pas ça, mais tu vois... Si, c'est ça que t'as dit. Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Mais non, tu vois, quand elle rentre là-dedans, en plus avec la musique, c'est entre les deux. C'est entre les deux.
Le vitrail te fait penser justement à l'église. Mais après, le reste de l'intérieur, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien de plus. Et dans le vitrail, il y a justement un poisson. Dans le vitrail, il y a un poisson. En tout cas, les pêcheurs, ils continuent leur quête. Je me suis dit aussi, les pêcheurs, un peu laver du cerveau, quoi. Alors, tu vois, par rapport à ça, je dirais plus, c'est le mythe de Sisyphe. Tu vois, le fait d'avoir, pareil, encore une fois, un éternel recommencement. Des mecs qui font un truc complètement absurde en vain. Pourquoi ? Ils savent pas, mais ils le font. Et ils continueront à le faire, inlassablement. Tu vois, le mec qui pousse son gros rocher en haut de la montagne, après il va redégringoler, mais il va continuer à faire ça éternellement. Ouais. Ça fait une impression bizarre, toujours. Ce genre de moment, là, où les gens, ils font des trucs absurdes. T'as l'impression qu'en fait, c'est l'humanité, quoi. Tu vois, on fait des choses absurdes et on continue. Tu peux dire ça ? On n'apprend pas. Alors ça c'est vrai. On apprend bien triste, un peu, mais on n'apprend pas grand-chose. Bah, de toute façon, c'est un film pessimiste, on va y aller. Ça m'a un peu fait penser à Matrix aussi, le coup des pêcheurs. Le fait que leur vie, c'est une illusion, quoi. Bien sûr. Voilà, ils sont programmés pour faire ça, quoi. Ouais. Bref, elle lui demande, en tout cas, ils ont des premières conversations. Ouais. Et elle lui demande de promettre de ne rien faire à son œuf. Et lui ne répond pas. Voilà. Moi, je croyais qu'on était dans Rasta Rocket. Ah, tu veux des refs, moi j'en ai. Ah ouais, pas mal. Pas mal. 104 est mort. Yeman. Et il lui raconte donc l'histoire cryptée d'un oiseau géant qui est sorti d'un œuf. Exactement. Donc là, on commence peut-être à en apprendre un peu plus sur ce truc-là. Ouais. Donc ce serait pas un ange, ce serait un gros oiseau. Ouais. Peut-être. Ça aussi, rien que le titre, il est assez énigmatique. Ouais. L'œuf de l'ange. C'est quoi ? L'ange à l'intérieur de l'œuf ou l'œuf de l'ange, c'est l'ange qui porte l'œuf ? Ah, c'est vrai. Tout à fait. Là, encore une fois, tu as deux options, c'est binaire, mais t'as pas de réponse. C'est un peu les deux. Quoique tu sais pas, puisque dans l'œuf, on sait pas ce qu'il y a. Au tout début du film et à la fin du film, on voit effectivement qu'il y a un oiseau, un fœtus d'oiseau. Il y a un bec, il y a des plumes, il y a des ça, ailes. c'est dans les œufs alentours. Ouais. Dans les œufs transparents qui sont sur des genres de supports organiques. Là. Ouais, mais ça, c'est ni plus ni moins que ce qu'elle porte, quelque part. Ouais. Bah, moi, je vois ça. Pourquoi on te mettrait ça à l'image dans ce cas-là ? Mais ça, on les a au début aussi. On les a au début, on les a à la fin. Moi, je crois pas. Il y avait quoi dans l'œuf, alors ? À la fin du film ? Ouais. L'œuf de la fille ? Ouais. Bon, on va y arriver. Donc là, on débarque dans l'abri. Ouais. Là, dans l'abri, pareil. Il monte le colimaçon, là. Ouais, mais scène de fou. Scène de fou. Décor de malade. Décor de malade. Parce que non seulement c'est de la pierre, tu vois que ça a du vécu, tu sais pas ce que c'est. Ouais, l'escalier en colimaçon, avec sur chaque marche, t'as à chaque fois, de chaque côté des marches, t'as 2 gros ballons de flotte. Ouais. D'ailleurs, il lui pose la question, c'est toi qui les as mis ici ? Est-ce qu'il y en a un pour chaque jour ? Exactement. Donc voilà, est-ce que c'est un cycle qui s'est répété inlassablement parce que c'est aussi ça le colimaçon, quoi. C'est le truc éternel, enfin c'est le truc infini, quoi. Carrément. The Stairway to Heaven. Si tu veux. Tu aimes bien Led Zeppelin ? Moi, j'aime pas Led Zeppelin. C'est vrai, t'aimes pas Led Zeppelin ? Je n'aime pas Led Zeppelin. En fait, j'aime pas la voix de Robert Plant. Ok. Voilà. Par contre, j'adore Jimmy Page. Est-ce qu'on peut ne pas aimer Jimmy Page ? Quand il joue de la guitare avec un archer, c'est la classe, c'est la classe. C'est les années folles. Ouais. Non, voilà, je sais pas que j'aime pas Led Zeppelin. Non. J'aime bien, il y a des morceaux que j'aime beaucoup de Led Zeppelin. Stairway to Heaven, elle est belle quand même. Ouais, mais c'est ça aussi le problème, tu vois, c'est que Stairway to Heaven, on l'a tellement écouté. Ouais, c'est comme Creep de Radiohead. C'est pareil, tu vois, c'est des morceaux, tu les as tellement écoutés des milliards de fois qu'à la fin, bon, ils te font plus rien. Ni chaud ni froid. Ouais. Passons. Allez, revenons-en donc à ce colimaçon là. Oui. Ils arrivent en haut. Et là, on arrive dans un des décors les plus incroyables. On voit des squelettes de tu sais pas quoi, toutes sortes de créatures. Ouais, mais des trucs titanesques. Ouais. C'est gigantesque. Et puis en plus, tu sais pas, c'est des fossiles. Est-ce que les trucs, ils sont là depuis... est-ce qu'il y a eu une guerre qui font que ces machins-là, ils sont tombés ? Est-ce que ces machins-là, ils étaient... Est-ce que c'est des dinosaures ? Ouais, voilà. Est-ce que c'est des anges ? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir le moment où on a la petite fille qui va amener le gars face à une gravure. C'est le fameux... Ouais, l'arbre. L'arbre. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, peu importe. Donc, il parle d'arbre, justement. C'est là aussi où il parle justement de récits bibliques. Il va raconter, comme on a dit, l'Arche de Noé. C'est ça. Et puis, la petite fille, elle lui dire, viens, je vais te montrer là où j'ai trouvé l'œuf, en gros. Et là, elle l'amène et tu vois la stupeur sur le visage du gars avec les cœurs qui explosent à ce moment-là. Ouais. La musique qui bastonne tout. Et là, on a, ni plus ni moins qu'un fossile d'un espèce d'oiseau gigantesque collé au mur, dans la pierre, incrusté. Donc, c'est son œuf. Est-ce que c'est un ange ? J'en sais rien. Mais visuellement, ça claque. Mais quel ange ? Ah non, c'est pas un ange. T'as vu l'oiseau, t'as vu la gueule qu'il a, quoi. Si ça, c'est un ange, c'est bon, quoi. Non, je te l'accorde. La tronche que t'as, quoi. Mais encore une fois, est-ce que l'ange, ça serait pas cette représentation-là, finalement ? Tu vois,
plus un volatile qu'un homme avec des ailes, j'en sais rien. Un truc mort. Alors en l'occurrence là, le machin il vit plus depuis très longtemps quoi. Ouais. Mais voilà, visuellement, moi ça me fait rêver, ça me fait voyager. J'ai Non, pas c'est besoin. clair, En fait, c'est clair. tu pourrais avoir un film de 3 heures sans aucune parole, mais qu'avec des visuels comme ça, moi je Ouais. signe de suite. Ouais, Signe de suite. Qu'ils aillent encore plus loin. Il te faudrait un jeu vidéo comme ça. Tu parcours le truc. On va en parler un peu plus tard, mon ami. En tout cas, j'ai noté dans leur conversation une citation que j'aime bien. Il y a très peu de dialogue dans le film, donc on va noter quand même les phrases fortes. Vas-y. À un moment donné, le garçon, il dit « Peut-être que toi, moi, les poissons n'existons que dans les souvenirs de quelqu'un qui est parti. Peut-être que nul n'existe réellement et qu'il n'y a que la pluie dehors. » Peut-être que l'oiseau n'a jamais existé. C'est la fin de la phrase. Ouais. Tu vois, je l'ai noté aussi. Ouais, très fort. Là, on est dans Matrix. On est dans Matrix. On est dans tout, en fait. On est dans l'illusion, on est dans tout ce monde-là. Ce qui est Ouais. réel, ce qui ne l'est pas. Le rêve, la réalité. Alors là, on a la définition du nihilisme. Hein. Oui, tu remets en question même l'existence. C'est que tu retires toute valeur à tout niveau. Quoi. Oui. Ça m'a beaucoup fait penser à True Detective. Ok. T'as aimé True Detective? Saison 1, ouais. Ouais, saison 1. Moi, quand je parle True Detective, je ne parle que de la saison 1. Saison 3 aussi est très cool. J'ai pas vu la saison 4. Paraît-il qu'elle est. Ouais, pas mal. mais alors, saison 3, sympa, mais je ne la reverrai pas. Tu vois. Saison 1, je la revois tous les ans. D'accord. Mais ça m'a fait penser, sa phrase, en l'occurrence, forcément, on a un personnage dans True Detective qui est très nihiliste. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu True Detective, allez-y. Alors, pour moi, personnellement, c'est les 8 meilleures heures de télévision. Ok, d'accord. Ouais, que tu puisses voir. Mais chacun son truc. Hein, mais... Et dedans, à un moment donné, il dit... il se retrouve dans un endroit, dans le Texas, là, dans le bayou, là. Et il dit, cette ville, on dirait qu'on est dans le souvenir de quelqu'un et que ce souvenir est en train de s'estomper. Et cette phrase, ça m'a fait penser à ça. Mais même le personnage en lui-même et tout, qu'il incarne un peu le nihilisme, en tout cas, c'est sa philosophie à lui. Ça m'y a beaucoup fait penser. Quoi. Ok. Mais tu vois, pour en revenir à cette phrase, à ce moment-là du film, t'es quand même devant, alors, on va vulgariser le truc, t'es quand même devant un dessin animé. Ouais. Et t'as le personnage du film qui te balance une phrase pareille. Ouais. Très clairement, le film d'animation Tenchi no Tamago n'est pas fait pour les enfants. Non. On se le dise, c'est pas fait pour les gamins. Ah, ils vont se faire chier. Mais c'est surtout que ils vont peut-être même flipper. C'est clair. Ça va pas les intéresser. On est d'accord. C'est un film, pour adultes. Il y a rien pour les enfants là-dedans. Non. Mais quand même, mettre une phrase pareille dans la bouche d'un personnage, c'est ni plus ni moins qu'un dessin. Chapeau, quoi. Encore une fois, c'est une œuvre à part entière. L'animation fait partie aussi du monde cinématographique, des œuvres avec un grand O. Ouais, avec un grand O, j'allais dire avec un A majuscule pour l'art. Mais encore une fois, tu vois, le fait de te dire, voilà, on va faire un film d'animation dans lequel on va parler de ça, dans lequel on va montrer des trucs comme ça, dans lequel on va balancer des phrases comme celle-ci, c'est fou. La prise de risque est monstrueuse quand même. Ouais, carrément. Tu te dis que tu peux perdre tout le monde à ce moment-là. Tu peux plaire à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce film. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais voilà, quoi, c'est pas un truc à la portée de tout le monde. Je parle pas de portée philosophique ou te dire, putain, tu vas te creuser la tête pendant beaucoup, beaucoup de temps, si tu veux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut le déballer, ton truc, quoi. Ouais. Je trouve ça quand même assez dingue. Mais c'est cool parce que, quelque part, j'aurais aimé un peu plus de dialogue. Tu vois. Un petit peu... Enfin, quand je dis ça, je me dis non, le film se suffit à lui-même, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que quand il y a du dialogue, t'as l'impression que ça te donne un peu de contexte, tu vois. Bien sûr. Même quand il dit ça à ce moment-là, ça t'explique un peu plus les choses, tu vois. S'il n'y a pas ce dialogue, tu te fais encore plus d'histoire. C'est dur, ça commence à être genre vraiment un rêve, quoi. T'es juste dans de l'image. Pendant le visionnage, j'étais quand même friand du contexte donné par ces dialogues. Moi, tu vois, j'ai pas besoin de dialogue. Ouais. Moi, ce plan où elle lui montre ce truc incrusté dans le mur, où tu vois d'abord son visage à lui, t'as les cœurs qui pètent derrière, et après t'as ce truc, t'as un travelling qui descend légèrement du haut vers le bas, très lentement, avec cette espèce de squelette gigantesque dans la roche. Wow. Moi, j'ai pas besoin de plus, j'ai besoin de rien d'autre, quoi. Ouais. Ça m'anime, ça me transporte. Encore une fois, c'est des mots qu'on répète depuis le début, mais c'est un voyage et tu te laisses aller et tu kiffes. Et j'ai noté que, alors, quand il lui montre cet oiseau, lui, il a l'air complètement désespéré. Alors, ça dépend, désespoir dans quel sens? Parce que pour moi, à ce moment-là, c'est merde. Il y a le truc, quoi. Là, c'est ça, quoi. Ouais, c'est la trace de ce que peut-être que je cherche ou que je réfute, c'est là. C'est l'objet de sa quête. Alors, est-ce que c'est l'objet de sa quête ou est-ce que c'est l'objet de son déni? Ça, encore une fois, tu sais pas.
Ouais, on sait pas. Parce que on sait pas, mais il a l'air très déçu, quoi. Bah, ouais, en tout cas, ça le choque. Ouais. Tu vas te dire, en fait, t'es un platiste qui découvre que la Terre est ronde. Ça pourrait être ça le truc, tu vois. Cette espèce de révélation où tu te dis, merde, en fait, depuis le début, je fais fausse route. Ouais. Moi, je vois dans son expression cette réponse-là. Ouais. Après, je peux me tromper. Ouais, c'est compliqué. C'est dur de parler de ce film, hein. Ouais, c'est pas facile parce que tout ce qu'on a, c'est notre propre point de vue. C'est ça. Ouais, je sais pas, moi, vraiment dans son regard, et d'ailleurs, j'applaudis le fait qu'on puisse lire autant de choses dans les regards d'un personnage animé et très peu animé au final. Oui, parce que c'est ça aussi qui est joli hein, dans l'esthétique du film. Les personnages, c'est très peu détaillé. Mais il y a juste ce qu'il faut pour que tu comprennes. Leurs expressions, elles sont mono-expressives, mais c'est le moment où ça change suffisamment pour te dire, ok, là, dans sa tête, il est en train de se passer quelque chose. Ouais. Même elle, quand elle court et qu'elle se retourne vers lui au ralenti avec les cheveux qui bougent, pareil, il y a un truc dans son regard à ce moment-là où ça t'en dit un petit peu plus. Et c'est des petits passages comme ça, c'est des petits détails par moment qui vont te donner un peu plus d'informations sur les persos ou sur les situations qui sont en train de se passer. Ou un peu moins. Ou te perdre un peu plus, ouais, effectivement. C'est ça. Mais ouais, eux, c'est les seuls, ils sont détaillés juste ce qu'il faut. Par contre, en termes d'animation, c'est pareil. Ça bouge pas, mais quand ça bouge, c'est chouette. On n'a pas parlé au tout début de l'animation des mains. Oui, effectivement. La première image de voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc-là d'ailleurs ? C'est clair. Pourquoi ? D'abord, tu as deux mains qui sont les deux mains de la fillette. Après, il n'y en a plus qu'une qui est toujours la main. Puis elle la tourne, ça devient la main du mec. Et après, lui, il a fait craquer. Et hop, on passe à la suite. Comment tu fais à décortiquer ça, franchement ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi voilà. Mais bon, Voilà. mais bon, en même temps, ça te met tout de suite dedans, tu vois. Ouais, ça tu te dis, wow. Ok, là maintenant j'y suis. En plus, oui, moi la première fois que j'ai vu le film, c'est un truc qui m'a fait flipper. Ah ouais ? Bah ouais, parce que j'étais tout seul dans mon appart. Ouais. Et j'ai regardé ce truc, je fais qu'est-ce que c'est ? Ça m'a fait sursauter. Tu vois, putain, mais c'est quoi ce machin, quoi ? Ouais. Pourquoi avoir fait ce bruit-là ? Je sais pas. T'ont fait rentrer dans le rêve. Ouais. Bon, en tout cas, à ce moment-là, elle croit entendre l'oiseau dans l'œuf. Et lui, il dit non, c'est juste le vent. T'es en train d'imaginer. C'est ça. Donc là, t'as l'impression que lui, il a perdu, sur le coup, en voyant cet oiseau, il a perdu tout espoir. Okay. Et que là, il va l'entraîner avec lui. D'accord. C'est-à-dire, c'est bon, laisse tomber, quoi. La quête est vaine. Ouais. Donc arrête d'espérer, non, il n'y a rien dans ton œuf. Non, pour moi, c'est... Fais pas yesh. Pour moi, c'est l'inverse. C'est vrai ? Pour moi, il essaye de se persuader lui-même qu'il n'y a rien dans ce truc. Tu vois, de donner, une fois de plus, de rationaliser ce qu'elle est en train de raconter. Tu vois. C'est pas un truc qui vient de l'intérieur, non, c'est le truc de l'extérieur. Voilà, c'est le vent, c'est tes cheveux, c'est la robe. Mais il est rentré dans une sorte de pessimisme, là. Oui, de toute façon, il est pessimiste. Ouais. Il n'est pas sûr de la validité de sa quête. Ou alors, il est sûr de ce truc-là. Par rapport à l'acte qu'il va entreprendre dans pas très longtemps. En tout, parlons-en. Allez, donc, elle s'endort sur ce qui semble un autel sacrificiel. C'est un énorme lit, tu sais pas si c'est de la pierre avec un drap, mais en pour tout moi, cas, c'est un autel, quoi. Ok, oui. C'est un sacrifice, justement, c'est elle. Enfin, ça a du sens, quoi. Ouais, c'est pas elle la sacrifier pour l'instant, mais non, oui, mais ça va l'être en tout cas. Effectivement. Ouais. Mais en tout cas, il y a ce machin sur lequel elle est, effectivement, ça la rend plus sacrée. Elle va s'endormir en disant qui es-tu ? Voilà, qui sont exactement les mêmes phrases qu'elle prononce au tout début du film d'ailleurs, quand elle le rencontre pour la première fois, et même avant qu'elle le rencontre, c'est un truc qu'on entend quand lui voit le vaisseau qui tombe. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pareil, c'est le seul moment où il y a vraiment un rapprochement physique entre les deux, puisque tous les deux se tiennent la main à ce moment-là. Elle s'endort avec sa main dans la sienne, et lui, il la lâche gentiment, et il est à genoux d'ailleurs sur cet autel sacrificiel, comme tu dis. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est pas un premier acte de ok, je m'incline ou je m'agenouille, quoi, face à cet ange ou face à cette personne qui est pure ou autre? Pas de réponse, il n'y en a pas, il n'y en a pas besoin. Mais là, on arrive donc à la fameuse scène très longue qui est justifiée. Exactement 2 minutes 30. 2 minutes 30 ? Ouais. Ok. Donc, il s'assoit devant l'autel. Ouais. Face caméra, elle est en train de dormir dessus. Et lui, il est en pleine contemplation de son prochain acte, quoi. Ou de réflexion. Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je dois pas le faire ? Grosso modo, c'est ça, quoi. Ouais. Mais c'est fort parce que tu vois le tourment, en fait, tu vois. Suffit de figer une image pendant 2 minutes 30 pour te rendre compte du tourment du mec, quoi. C'est ça. Et c'est fort, quoi. Tu l'as fait durer 10 secondes, tu l'as fait durer 2 minutes, ça n'a pas le même impact. Voilà. Tu l'as fait, c'est parce que là, t'insistes, quoi. C'est exactement ce que tu viens de dire, mais tu l'as fait durer 30 secondes, c'est pareil, c'était pas assez, tu vois. Tant que t'arrives pas au bout du bout, tu vois. Ça. C'est fort, c'est fort. C'est de la mise en scène. Ouais, et en plus de ça, t'as le petit feu qui crépite devant pour te montrer que c'est pas un JPEG. Et non, exactement. Que le temps passe. Exactement. Et le feu meurt. C'est ça. Petit à petit, on arrive dans l'obscurité totale. Ouais. Et là, la scène où on a
en plan frontal, on va dire plan américain, le jeune homme qui prend donc son sceptre, épée, fusil, sa croix, qui la prend à deux mains, qui la monte, et qui d'un coup, clac, la fracasse. Bah oui, on imagine bien évidemment que c'est sur l'œuf, quoi. Ouais. L'animation, elle est top. L'animation, encore une fois, à ce moment-là, elle est fluide. C'est beau. C'est pas une animation qui est saccadée. Je t'avouerai que j'ai pas regardé en combien d'images par seconde le film a été, pas tourné, mais réalisé. Je sais pas. Mais à ce moment-là, comme dans plusieurs moments, le passage où elle court et autres, t'as vraiment l'impression qu'il y a 24 images secondes. C'est très détaillé comme animation. Ouais. Et en plus, t'as ce fondu au noir à la fin quand il éclate le truc par terre, quoi. Dans encore une fois, un moment musical dramatique. Super. Ouais. Donc ouais, il a pété l'œuf. Ouais, et là je me suis dit, il cherche une réponse. Et c'est totalement égoïste, quoi. C'est-à-dire que lui, il estime là, à ce moment-là, que les réponses qu'il cherche valent plus que la vie de cette petite fille, quoi. Ouais. C'est plus important, c'est le sacrifice. Elle lui a demandé de faire une promesse de ne pas toucher son œuf, mais lui, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Lui, il n'a rien dit. Donc oui, lui, il était jusqu'au boutiste, lui, il veut savoir. Ouais, mais elle aurait dû insister. Elle aurait fait, est-ce que tu peux promettre, s'il te plaît, parce que c'est quand même important pour moi, tu vois. En plus, tu le sais, de toute façon, au départ du film, tu sais qu'il va y avoir ce truc-là quelque part. C'est pas un boy scout, le mec. Quand tu le vois débarquer de son tank jusqu'à la fin, même s'il y a un rapprochement, même s'il y a cette émotion quand il voit l'oiseau incrusté dans le mur, c'est pas un mec où tu te dis, ouais, je vais me laisser aller. Je me suis pas fait d'avis, tu vois, moi. Alors, je vais pas dire que lui, c'est le mal et qu'elle, c'est le bien, mais lui, c'est pas un mec attachant. J'ai un peu des réticences par rapport à ce gars-là. Et cet acte à la fin du film, bah oui, très clairement, tu te dis, ouais, mes soupçons étaient fondés. C'est pas un mec auquel tu peux accorder ta confiance. C'est un mec en quête de réponse. Ouais, et puis, comme j'ai dit, pour moi, c'est un acte égoïste, quoi. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, par rapport à ce que je viens de dire, la quête de réponse. Oui. Elle, c'est ni plus ni moins que la fille qui est portée par cette foi-là. L'espoir. Oui, mais elle croit en l'existence de quelque chose de particulier à l'intérieur de cette œuvre. Ouais. Lui, il veut savoir. Lui, il veut avoir des réponses. Ouais. Donc lui, la foi, en fait, il s'en fout. Peut-être qu'il a perdu, et c'est peut-être aussi... Je m'avance peut-être un petit peu par rapport à la conclusion, mais tu vois, au même titre que toi, en tant que spectateur, tu te positionnes à quel niveau ? T'es plutôt la fille ou t'es plutôt le garçon ? Moi, je suis plutôt la fille. J'ai pas besoin de réponse dans ce film. Laissez-moi croire ce que je veux par rapport à ce que l'œuvre me propose. J'ai pas besoin de réponse. Moi, j'irai pas péter l'œuf. Moi, j'aimerais bien, moi, j'aimerais bien les réponses, mais j'irai pas péter ton œuf, tu vois. L'œuf, quelque part, qu'est-ce que c'est ? C'est le film pour moi. C'est la coquille, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là ? Peu importe, c'est ce que toi tu vas. Non, je suis d'accord. C'est ton imagination à l'intérieur de cet œuf. Si derrière, voilà, encore une fois, tu as le réalisateur qui te dit, bah, la réponse c'est ça. Non, mec, tu m'as pété le truc. Tu m'as cassé le film. Tu as brisé ma croyance. Toutes les histoires, tout le scénario que je me suis fait à l'intérieur de moi-même par rapport à ce film-là. Ne viens pas le briser. Exactement. Et même presque, tu vois, la vie des autres, ça m'intéresse de savoir. Ça peut peut-être même nourrir ce qu'il y a à l'intérieur de cet œuf-là. Ouais. Mais au final, j'ai pas besoin de toutes ces réponses-là. Moi, ça me donne faim, en tout cas, tout ça. Putain, le mec, ça déconne. Moi, j'essaie de faire un peu de poésie et tout. En quel monde on vit, quoi. Ouais. C'est intéressant. Non, c'est super intéressant. C'est presque méta, quelque part. Et peut-être même que j'exagère. C'est flou, quoi. Oui, bien sûr. Mais peut-être même que ce que je suis en train d'expliquer là, c'est du vent. Non, mais c'est top. Moi, j'avais pas pensé à ça et je trouve ça super intéressant, quoi. Pour moi, c'est un des sujets aussi que le film aborde. Tu vois, la foi, ok. La solitude, ça, c'est un des sujets majeurs du film aussi. T'as que des personnages qui errent, qui ont peut-être un but ou qui n'en ont peut-être pas, mais en tout cas, ils sont tous seuls. Même si à un moment donné, tous les deux se retrouvent, le jeune homme et la petite fille, ils sont seuls dans leur délire, quelque part. Bon. Carrément. Mais voilà, le sujet de qu'est-ce que c'est finalement tout ce truc ? Qu'est-ce que c'est ce scénario ? Qu'est-ce que c'est ce film ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuvre ? Toutes les questions que ça peut apporter. Il y en a qui disent que c'est un des sujets du film, c'est la création. D'autres, c'est l'imagination. Ouais. Tous ces sujets qui nourrissent ce film-là pour en arriver à faire quelque chose, une œuvre quelque part qui était la tienne. Ouais. C'est fou, hein ? C'est fou. Mais moi, j'adore. Je trouve ça génial pour ça. Top. Je trouve ça génial pour ça. Et au moment où il fracasse l'œuf, on a des images de la ville peu à peu inondée, comme dans l'Arche de Noé. Parce que c'est le déluge. Alors, on n'a pas dit un peu plus tôt, mais eux, au moment où il y a les pêcheurs qui commencent à s'énerver, on va dire, face aux poissons ombres, il y a la pluie qui commence à caler. Et eux, plus ils avancent vers l'abri, plus la pluie est importante. Ouais. Effectivement, là, c'est... Là, on voit l'inondation, c'est ça. La montée des eaux partout. Et là, scène qui te glace le sang. Hein. Je défie n'importe qui de dire autrement. Elle se réveille. Ouais. Elle trouve l'œuf éclaté. Et là, elle a un cri de malade. Un cri de fou. Un cri de malade. Ouais.
Mais le cri, supplice, en plus, ouais. Et le cri, alors on la voit on voit sa réaction, on voit qu'il y a les larmes qui commencent à monter. Elle a l'œuf dans les mains, elle a une coquille vide en tout cas dans les mains. Et après, hors champ, voilà, on voit juste un couloir. Et là, t'as le cri qui retentit. Ouais. Et effectivement, ça fait froid dans le dos. Ça rivalise presque le cri de Toni Collette dans Hérédité. Ah, pas faux. La souffrance pure. Ah là, tu le sens. Et après, c'est comme si on lui a arraché la foi. Ouais, le truc qu'elle porte en elle, quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a plus rien. Quand on la revoit apparaître dans la séquence après, elle est accroupie justement sur la coquille éclatée. Graphiquement aussi, c'est superbe, quoi. Ouais. Elle est sur l'œuf, il est complètement éclaté, tout autour, il y a un espèce de vignettage noir, donc tu as vraiment le focus sur elle, quoi, dans son désarroi le plus total. Alors, j'aime pas trop dire ce genre de choses pour les films, tu vois, parce que c'est personnel et puis ça change pas grand-chose de le dire, mais s'il y a une chose que j'aurais aimé qui soit différent dans le film, au même titre que le choix qui est fait par le mec qui dure longtemps, j'aurais aimé que son supplice dure plus longtemps aussi. Tu vois. Ah. J'aurais aimé même que ça match quelque part, tu vois. Même quitte à prendre le risque ultime de mettre 2 minutes de cri, quoi, tu vois, de souffrance pure, quoi, tu vois. Pour te dire, putain, c'est l'agonie totale, tu vois. Ouais. Parce que cette agonie, tu la sens, mais elle s'estompe trop vite par rapport à la décision qu'il a dû prendre lui. Et voilà, c'est rien de très important, mais j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Okay. C'est que tu sentes le malaise, quoi, de l'acte qu'il a fait, quoi. De toute façon, tu le ressens. Hein. Mais justement, en même temps, je me suis dit, en me disant ça, après, je me suis dit aussi, justement, elle, c'est la pureté, tu vois. Elle sait redescendre et revoir l'espoir. Elle reste pas dans l'agonie. C'est pas la pessimiste, elle, tu vois. Non. Et d'ailleurs, justement, à la suite de cette scène, elle va sortir de son abri et elle va poursuivre le jeune homme. Donc, elle court elle refait exactement le même chemin qu'au tout début. Ouais. Elle repart et elle le voit devant elle. Et elle court, sauf qu'à un moment donné, là aussi c'est top, quoi. On a un gros plan sur son visage et là on voit qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Et en fait, à regarder le gars, à avoir son objectif de le rattraper, elle a pas fait gaffe qu'elle est tombée dans un gouffre, quoi. Physiquement. Et là c'est la chute. Oui. Alors là, c'est le moment what the fuck. Ah, carrément, clairement. Elle tombe dans l'eau. Elle tombe, elle se voit dans l'eau pendant qu'elle tombe. Sauf dans son reflet, au ralenti. Elle voit une version d'elle qui n'est pas vraiment elle. Alors, elle voit une version d'elle qui est exactement la même. Pardon ? Au tout début. Ah, ok. Ouais, au tout début. Avant qu'elle touche l'eau, effectivement, les deux êtres qui se rencontrent, c'est ni plus ni moins que son propre reflet. Ouais. D'ailleurs, son reflet qu'elle va embrasser. Et après, derrière, elle va rentrer dans l'eau. Et à partir de là, ça ne sera plus le même personnage. Ouais. Là, on a non plus une jeune fille, mais on a une jeune femme. Voilà. Oui, c'est ça. Je me suis dit... elle a mûri d'un coup, quoi. Ouais. Alors, la question que j'ai pour toi... Vas-y. Est-ce qu'on ne mûrit que lorsqu'on perd espoir ? Ah, c'est ça aussi qui est compliqué. Parce que tu peux l'entrevoir aussi d'une autre manière. Alors, si tu sors complètement ce truc de la foi, de la religion, après, c'est aussi une lecture à un moment donné que je me suis dit, putain, le passage de la représenter comme une femme, alors effectivement, elle a mûri, peut-être plus vite qu'elle ne devait, mais pour moi, j'avais aussi à un moment donné le fait de dire, il y a dans ce cas-là le symbole de la sexualité. Tu vois, à un moment donné, elle a perdu sa virginité, peut-être, donc elle passe de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Il y a peut-être aussi cette souffrance à ce moment-là. La pureté qui s'enlève, c'est du coup du charnel, ça devient autre chose. Du coup, je me suis fait à un moment donné, il y a longtemps, tu vois, cette idée-là. Me dire qu'en fait, voilà, c'est une relation amoureuse, il y a un truc tac. Ah, c'est intéressant. Qui fait qu'elle passe d'un état à un autre. Et en plus, dans l'eau, tu vois, donc encore une fois, elle va donner naissance à d'autres trucs parce que c'est ni plus ni moins ce qui se passe. Ouais. Quand elle est adulte dans l'eau, elle met les mains sur son ventre, il n'y a plus rien. Et elle pousse. Tu as une espèce de poussée physique. En gros, tu as la main qui parcourt tout son corps et qui va jusqu'à sa gorge. Et là, elle pousse un espèce de cri dans l'eau. Donc, il n'y a pas de cri qui retentit, mais il y a tout un tas de bulles qui vont remonter. L'image, elle est magnifique. L'image est superbe, quoi. Donc, en plus, encore une fois, l'animation à ce moment-là, elle est top. Quand tu as la main qui remonte jusqu'à sa gorge et qu'elle crie à l'étouffer dans l'eau en train de se noyer et qu'il y a ce dernier souffle de vie en elle qui va sortir. Là, après, tu as un plan éloigné où tu la vois, elle qui est en train de tomber et tu as l'air, entre guillemets, les bulles qui remontent à la surface. Et après, dans une plongée, on voit à la surface de l'eau, non pas des bulles qui remontent, mais tout un tas d'œufs. Donc voilà, elle a peut-être donné naissance à quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Son sacrifice lié à la perte de l'œuf par le jeune homme va peut-être engendrer derrière toute une espèce de nouveaux trucs. Tu vois, encore une fois, c'est l'espoir. Ah, c'est l'espoir. Peut-être. Ouais. Ça a été un sacrifice, c'est devenu une martyre, mais derrière, elle va engendrer
une nouvelle vie, un nouveau truc. Peut-être. J'en sais rien. Ouais. J'en ai aucune idée. J'avoue que ce moment-là, ça me perd un peu. Quoi. De toute façon, là, c'est les 10 dernières minutes du film, c'est du grand n'importe quoi. Là, je pense que c'est... Voilà, t'ouvres une porte, t'en as 10 000 à ouvrir derrière, et après, tu choisis celle que tu veux, peu importe. Tu vois. Là, à partir de là, je pense que t'as plus aucune explication logique, entre guillemets, que tu peux donner par rapport à ça. Tout est très imagé. Et on peut toujours dire que c'est beau, quand même. C'est superbe. Il n'y a pas un plan... C'est poétique, un peu. Tu vois, mais carrément. Il n'y a pas un plan qui a jeté dans le film. Il n'y en a pas un. Tu peux faire un arrêt sur image sur chaque plan. C'est un tableau, le truc. Je reviens juste, avant d'aller sur la dernière scène du film, je t'en prie, dont on a déjà parlé d'ailleurs, quand elle s'en va de son abri, donc quand elle est encore en petite fille, au tout début du film, quand elle quitte son abri et qu'elle va en direction de la ville, c'est vraiment une arche. Ouais. On est d'accord. Avec justement, tu disais les rames, les tuteurs du bateau, ou alors au-dessus de la colline. À la fin, quand elle s'en va à la poursuite du jeune homme, c'est plus une arche. Si tu regardes bien, le bâtiment derrière, c'est plus le même. Tu as l'impression que c'est un bâtiment en pierre, structuré. Tu vois des amorces, justement, de squelettes, de machin, comme on a pu le voir en détail quand il se baladait. Ouais. Encore une fois, le décor n'est pas le même. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça raconte ? J'en ai aucune idée. Et ça, je m'en étais jamais rendu compte avant. Je sais pas pourquoi. Et là, j'ai dit, mais en fait, c'est pas le même décor qu'on a à l'arrière-plan. Ouais. Et j'arrive pas à l'expliquer. J'ai aucune idée par rapport à ça. Ça en fait des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Ah, mais ouais, bien sûr. Mais bon, c'est ça la beauté du truc. On va dire ça, quoi. Ou alors c'est qu'on n'a rien compris, qu'on est nuls nous aussi. Depuis tout à l'heure, on se branle le cerveau. Là. Bon, en tout cas, on parcourt encore le monde visuellement, avec les œufs au bout des arbres, les églises pétées. C'est ça. On reparcourt un peu la ville, avec l'eau qui est montée, où on voit les pêcheurs qui sont complètement noyés. Ça aussi, c'est génial. Oui, carrément. Les pêcheurs, autant au début, ils ont de l'eau au niveau des chevilles, puis après, plus ça monte, tu les vois, ils bougent pas, ils sont stoïques, c'est des statues, quoi. Et quelque part, ça rend le truc encore plus absurde, parce que les pêcheurs qui sont là, qui pêchent sans eau pendant tout le film, tu vois, tout d'un coup, il y a de l'eau et ça les tue, quoi. Alors, tu vois, la première fois que j'ai vu ce film, la vision des pêcheurs, surtout à ce moment-là, tu vois, je vais dire un truc, par les vents battus, je suis le roi fou désuet, souverain d'un peuple de statues. Mais tu vois, pour moi, il y a aussi ce truc-là, tu vois, tu te dis, waouh, c'est juste un rêve, quoi. C'est un souvenir, c'est encore une fois, voilà, c'est des limbes, c'est des mecs qui sont là, ils recommencent éternellement un truc. C'est peut-être aussi le souvenir de quelqu'un, tu vois, d'une civilisation qui était plantée là. Tu vois, ce truc-là, moi, les pêcheurs, c'est vraiment le point du film qui me fascine à un niveau, t'as pas idée. Du début où tu les vois qui sont immobiles, à cette quête complètement absurde de chasser des ombres de poissons sur la ville, et à la fin de rester immobile en train de te faire avaler par la flotte. Ouais. Mais c'est dingue, quoi. Le mec, je sais pas ce qu'il a pris avant d'écrire son scénar, mais c'était cosmique, quoi. C'était fou. Non, c'est clair. Depuis tout à l'heure, on est juste en train de commenter les visions d'un mec qui a pris un peu trop de champi, quoi. Peut-être. Mais bon. Bon, bref. Après, il y a tout un tas d'artistes qui, en se tapant des tripes monstrueux, ont pondu des œuvres magnifiques, quoi. Ouais. Hendrix, Santana, on reste dans la musique de tout à l'heure. Bon, en tout cas, l'homme, il atteint l'œil, rempli encore de statues qu'on voit, dont celle de la fille. Exactement. Avec son œuf. Yes, et le plan s'élargit jusqu'à voir le monde entier, ce qu'on a dit au début. C'est ça. Il y a quand même l'eau qui lui monte aussi dessus, au gars. Oui. Lui, c'est pareil, il est en train de se faire avaler par la flotte. Ouais. Alors, pas intégralement, mais voilà, on voit qu'il y a une grosse vague qui lui vient dessus. L'eau est quand même montée. Toute cette scène qui, pour moi, montre l'insignifiance de l'état humain, la limite de sa propre perspective, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est toujours qu'une infime particule de ce qu'est vraiment la vie, quoi. Et ça nous montre dans le plan large où tu te dis ce monde fou, incroyable, où il se passe des choses dingues. Un monde qui m'a beaucoup fait penser, tu m'arrêtes si j'ai tort, hein, mais il m'a fait penser au monde des Shinigami dans Death Note. Je pourrais pas t'aider à ce niveau-là. D'accord. J'ai pas vu Death Note. T'as pas vu Death Note ? Je connais Death Note, j'en ai vu, j'ai lu un petit peu, mais non, je connais pas l'intégralité de l'œuvre. Ouais. Donc, je pourrais pas trop t'aider. En tout cas, dans ce monde, j'allais dire vivant, mais vivant et mort en même temps, au final, tu dézoomes et c'est insignifiant, quoi. Ouais. En plus de ça, tu peux te dire que finalement, c'est pas très grand, en fait. Ouais, voilà, et il y a vraiment pas grand-chose. Il y a beaucoup de vide, il y a un peu la ville, qui a l'air quand même grande quand t'es à l'intérieur. Effectivement, tu vois qu'il y a beaucoup de bâtiments, mais c'est pas si gigantesque que ça, quoi. Mais c'est un petit truc. C'est même pas un pays, en fait. C'est la matrice. Si on était dans la matrice, ce monde qu'on croit
immense, énorme, n'est rien d'autre qu'un programme, tu vois. Et c'est un peu peut-être ce que le film nous dit, quoi. En tout cas, la grosse différence qu'on peut faire entre le début et la fin, c'est ni plus ni moins que la chute et ensuite l'ascension de cet œil. Ouais, mais l'œil, peut-être que lui-même est en quête. Alors je me suis dit ça, tu vois, c'est genre il arrive, c'est ici sa prochaine quête. Peut-être. Avec ce bonhomme qui doit aller chercher quelque chose. Peut-être. Il cherche une réponse, il revient avec la réponse, l'œil repart. Il va chercher la réponse ailleurs, peut-être. On a dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi l'oiseau, tu vois, la fin que tu envoies et qui peut-être va revenir, comme au tout début du film, pour apporter un nouvel espoir. Ou c'est peut-être ni plus ni moins que la foi. Au début, c'est la chute, il n'y en a plus, puis à la fin, il y a une lueur, ça repart. Peut-être quelque chose qui renaît. Parce qu'en plus, il ressort de l'eau. Hein, il renaît lui aussi. Enfin, pas qu'il renaît, mais il sort de terre, quoi. Il sort de l'eau. C'est pas évident. Ouais, film de fou. En tout mais cas. C'est génialissime, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors, c'était le truc que je voulais dire tout à l'heure. Lors d'une interview, donc on a dit que Mamoru Oshii avait dit moi-même, je ne comprends pas le film, faites-en ce que vous voulez. Coquin. En gros, c'est ce qu'il a dit, voilà. Est-ce que c'était du bluff? Est-ce que c'était vrai ou pas? Il a dit, en revanche, et peut-être pour compléter, ou peut-être pour infirmer ce que je viens de dire avant, lors d'une interview à Animage en 1985, que le contenu de l'œuf est censé représenter les rêves et les espoirs, quelque chose qui peut exister ou non, et que même si la fille croyait en ce qu'il y avait dedans, en cassant l'œuf, le garçon a montré que ce en quoi elle croyait n'existait pas. Donc là, il a donné ni plus ni moins que tout ce que je voulais pas savoir. Et ça, tu vois, je l'ai découvert en grattant justement pour ce podcast, et ça me plaît pas. Cinéma Anonyme a brisé tes rêves. Non, mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me donne une réponse clé, en tout cas, c'est un élément important du film. Peut-être que je pensais ça indirectement, mais tu vois, le fait que tu es le réalisateur qui donne ce détail-là, ça lève le voile sur tout un tas d'énigmes et de questions que tu peux te poser, et je trouve ça dommage. Ouais, mais l'écoute pas. Non, je l'écoute pas. Voilà. Je l'écoute pas. Parce que moi, l'œuf, on m'a demandé un peu ce qui était dans l'œuf. Pour moi, je suis arrivé 2 fois à la fin du film, et 2 fois, je me suis dit, il n'y avait rien dans l'œuf. Non, il n'y a rien. Visuellement, il n'y a rien. Voilà. Alors, encore une fois, on est en 1985, est-ce qu'il y a un problème de censure ou pas? Tout le film, il n'y a absolument pas de sang, il n'y a pas de violence qui est montrée visuellement, il n'y a rien. Vrai. Donc peut-être que l'absence du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, de sang ou d'un truc organique ou de n'importe quoi, c'est peut-être pour préserver ce truc-là, tu vois. De dire, on n'a pas besoin de montrer. Peut-être que la coquille vide, effectivement, elle est vraiment vide, il n'y a vraiment rien dedans, ou peut-être que, en fait, quand il a cassé, il n'y a pas besoin de montrer que l'œuf, il est pété. Donc après, derrière, ce qui est à l'intérieur n'existe plus, a disparu, est mort. Ce qui est fou, c'est de se dire que le mec, il sait quelque chose que la fille ne sait pas. Ça, oui. Ça, c'est triste. Ça, oui. Parce que en pétant l'œuf, il y avait peut-être quelque chose dedans. Et lui, il sait, et elle peut se dire, il a volé ce qu'il y avait dans l'œuf. Exactement. Ça aussi, tu peux interpréter ça comme ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que lui savait déjà qu'il n'y avait rien dedans? Et c'est justement en brisant l'œuf qu'il lui balance à la face, justement, la réalité de ce monde. Ouais. Sujet intéressant. Bien des questions à se poser dans ce film. Ouais. Est-ce que tu as autre chose pour nous? Alors oui, Mamoru Oshii est un mec qui a été nourri au cinéma de genre japonais et au cinéma européen, entre autres. Quelques réalisateurs que l'on peut citer et qui vont peut-être donner de l'importance à tout ce qu'on a pu expliquer dans le film. Le tout premier, c'est Chris Marker, réalisateur français. Mamoru Oshii le dira à plusieurs reprises dans plusieurs interviews qu'il a été fasciné lors de la première lecture du film La Jetée en 1962. D'accord. Je te le conseille, c'est le film qui a inspiré Terry Gilliam pour faire L'Armée des 12 singes. D'accord. C'est ni plus ni moins que L'Armée des 12 singes en 28 minutes, avec le même début, la même fin, mais avec un truc en plus. C'est différent. Par contre, c'est pas un film, c'est un roman photo en noir et blanc. Ok. Je t'invite à le regarder. Je crois qu'il est accessible aussi sur YouTube. Regardez-le si vous ne le connaissez pas, c'est tip-top. Deuxième réalisateur, c'est Ingmar Bergman, avec notamment Le 7e saut et Persona, en 1958 et 1966, deux films qui lui sont chers également. Jean-Luc Godard aussi. Alors, j'ai pas trouvé de film par rapport à Jean-Luc Godard. Par rapport à certains films de lui que j'ai pu voir, moi, je dirais surtout Alphaville. Encore une fois, tu es dans un univers de science-fiction, tu sais pas trop, tu as plein de questions, tu pas de réponse, tu as l'impression que les personnages, ils sont là, pareil, ils ont un but, ils en ont pas vraiment, c'est intriguant, c'est particulier. Regarde-le encore une fois, si tu l'as jamais vu, une espèce de détective qui mène une enquête dans un monde un peu totalitaire. C'est pas mal, c'est de la science-fiction sans science-fiction. Okay. C'est top, un peu comme Cohérence, tu vois. Dans l'esprit, ça va loin, et pourtant, au niveau des moyens, il n'y a pas grand-chose. Okay. Et c'est efficace. Est-ce que c'est tout improvisé? Non, pas du tout. Absolument pas même.
Et le dernier, c'est Andrei Tarkovsky, tout simplement, et son film Solaris en 1976. Que j'ai pas vu. Tu peux le regarder. Alors, Tarkovsky, dans La perte de la foi, c'est un truc que tu peux retrouver dans tous ses films. D'accord. Et si je peux en citer un, pour ma part, c'est mon préféré de toute façon de Tarkovsky, je crois que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici au micro, c'est Stalker. Ok. Stalker, c'est... Encore une fois, tu vois, tu as quelques pistes, et après, tu en fais ce que tu veux. Et c'est d'ailleurs un des films que je vous conseille, puisque justement, je vais parler aussi d'œuvres qui m'ont transporté de la même manière. Donc voilà, Stalker, j'en ai assez parlé, et regardez-le, un film de 1979 qui tabasse tout, et qui crée des dissonances justement entre ce que tu vois et ce que tu entends. Il y a un énorme travail entre le visuel et l'audio. Fantastique, c'est un chef-d'œuvre absolu. Allez-y. Et tous les films de Tarkovsky d'ailleurs, allez-y, ça déchire, quoi. Un deuxième, on va parler de manga, puisqu'on parlait d'Amano tout à l'heure et parce qu'on est en plein dedans, mais c'est Blame. Avec Wesley Snipes. Blame, pas Blade, avec un point d'exclamation à la fin. De Tsutomu Nei, une histoire de science-fiction cyberpunk en 10 volumes. Il y a des grands volumes qui sont sortis, il y en a 6. Ils ont sorti un animé sur Netflix qui reprend plus ou moins dans les grandes lignes un des arcs du bouquin. Il raconte d'autres trucs différents. C'est pas mal, mais lisez le bouquin. Fait par le même gars ? Alors il est derrière à la production, mais c'est pas lui qui dessine. Lisez Blame, c'est génial. Pareil, si comme moi vous aimez débarquer dans un univers où vous ne connaissez absolument rien, allez-y. Bon là c'est du cyberpunk, comme je disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir, mais t'es dans une ville titanesque, gigantesque. T'as des mesures qui sont données à chaque fois qui sont juste monumentales. C'est un truc qui te perd, c'est un truc qui te file le vertige. Graphiquement, c'est fantastique. Il y a des plongées, des contre-plongées de dingue. Il y a des notions de perspective hallucinantes. Mais tu sais pas ce qui se passe. Et tu suis un mec avec un espèce de petit rectangle qui a un pistolet de l'espace, quoi. Et voilà. Et ce mec, il a un objectif, c'est de trouver le génome humain. Et t'es catapulté dans un truc où, voilà. Et t'as 1 milliard de données qui te sont balancées à la gueule. Enfin, c'est fou. Allez-y, Blame, ça tabasse. Et le dernier, on parle de jeux vidéo un petit peu pour terminer. Eh ben, c'est Shadow of the Colossus de Fumito Ueda, sorti en 2005 pour la première version. Il y a une réédition sur Play 4 et Play 5 qui est sortie il y a quelques années. Pour moi, c'est le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Parce que pareil, t'es dans un univers. Tous les jeux de Ueda, c'est ça. Le tout premier auquel j'ai joué, c'était Ico. C'était mon jeu préféré. Puis après, il y a eu Shadow of Colossus, ça a été celui-ci. Et le dernier, qui est The Last Guardian, qui est tout aussi cool, mais un peu moins bien que les précédents. Mais ouais, Shadow of the Colossus, tu débarques dans un endroit, tu sais pas ce que c'est. Pour rendre la vie à une princesse, à ton amour, tu sais pas trop. Et t'incarnes un mec qui va se battre contre 12 colosses. Tu sais pas pourquoi. Pour essayer de la ranimer elle, ouais, il y a une entité qui te parle, tu sais pas qui c'est, tu sais pas pourquoi, t'as pas vraiment de réponse, et tu te balades dans ce décor qui est magnifique, c'est beau, c'est de la poésie, c'est magnifique, graphiquement c'est beau, allez-y, c'est fantastique, voilà. Ok. Même aussi, j'ai 2 refs à conseiller. Alors, à l'instar de Roman Fresnay, qui est apparu dans un podcast que d'ailleurs tu m'as fait découvrir, oui, qui s'appelle Un bon moment. Exactement. Lui-même a conseillé cette vidéo qui s'appelle L'œuf, qui déchire. Exactement. Elle vient de Kurzgesagt. Ouais, tout à fait. Peut-être, à mon avis, la meilleure chaîne YouTube qui existe. D'accord. Qui s'appelle Tout simplement en français. Ouais. Et je vous conseille cette vidéo de l'œuf, c'est top. C'est génial. Ouais. Moi, ça, c'est un étudiant qui m'a conseillé de regarder. Alors, c'est un bouquin aussi, je crois, à la base. Ouais. Qui m'a conseillé d'écouter cette histoire. Ouais. Je connaissais pas du tout. C'était l'année dernière. Et. Trop fort. C'est génial. Ouais. Mais Kurzgesagt, franchement, moi, j'ai tout vu. Je suis depuis des années Kurzgesagt. Et ça tue, quoi. C'est cool. Ça tue, c'est bien référencé. Ils te disent pas de la merde. Et on y gagne à regarder cette chaîne. Aussi, j'aimerais vous conseiller un morceau de rap. Encore une fois. Pour changer. Oui, alors de mon album préféré de tous les temps. Qui s'appelle Les Soliloques du Pauvre, qui est de l'artiste Virus. D'accord. Alors, c'est pas écrit par lui, c'est écrit par Jean Rictus. Mais l'album est extraordinaire dans comment c'est écrit et comment c'est interprété. Et le morceau dont je voulais parler s'appelle Espoir. Et c'est un morceau auquel j'ai pensé en regardant le film. Et justement, toute cette notion d'espoir et tout. Justement, dans ce morceau, les paroles sont très imagées. C'est-à-dire, c'est un peu pareil. Tu interprètes comme tu veux. Il te balance des choses. Et moi, un peu comme ce film, on me balance des paroles et ça me fait plein de trucs dans la tête, quoi. Des fois, ça t'évoque quelque chose. Des fois, ça t'intrigue. Et t'as jamais la réponse de ce qu'il vient de dire. Mais t'as ta réponse à toi. Et pour moi, dans ce morceau-là et dans cet album-là, c'est suffisant. Comme tu dis, j'ai pas envie d'avoir les réponses, j'ai envie d'avoir mes réponses. Et je trouve que ça fait un beau parallèle.
Et d'ailleurs, en parlant de rap, tout à l'heure, tu as cité Akhenaton, le morceau Au fin fond d'une contrée. Exactement. De son album Metek et Mat, qui est d'ailleurs mon morceau préféré de l'album. Moi aussi, tout pareil. En tout cas, voilà pour Tenchi no Tamago. C'était pas évident d'en parler. Non. Parce que justement, ça propose tellement de pistes. Ouais, je te dis, à la fin de mon premier visionnage, je me suis dit, comment on va faire? C'est dur, hein. Moi, voilà, je te le disais hier soir, hein, j'ai eu du mal à écrire un petit peu tout ce dont on a parlé. Justement, le film te propose tellement d'infos cryptiques. En fait, voilà, c'est ça, tout le problème, il est là, quoi. C'est qu'il y a des infos, puis il n'y en a pas. Et pourtant, on a réussi à... Ouais, mais c'est pas évident d'en parler. J'espère que ça donnera bien. En tout cas, voilà, une fois de plus, je conseille fortement de regarder ce film parce qu'il est assez unique. Et je le conseille moi-même. Je l'ai déjà conseillé à un ami à moi, tu vois. Donc, c'est vrai ? Ouais. D'accord. Je sais que je suis plutôt friand. Moi, le contemplatif, déjà à la base, c'est quelque chose qui me rebute pas du tout, quoi. Tout pareil. Ouais. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. D'ailleurs, les 3 œuvres que j'ai citées, ni plus ni moins, c'est de la contemplation pure et dure du début à la fin. Cinéma anonyme. Eh ben, bonne transition pour le film de la semaine prochaine, qui est lui-même un petit peu contemplatif. Ça fera juste le 3e d'affilée. Hein. Oui, mais c'est pas grave, c'est bien. Ouais. Moi, ça me va, j'achète. Alors, c'est un film français de 2019. D'accord. Primé notamment au Festival de Cannes. Réalisé par Céline Sciamma. Ok. Et ça fait plaisir d'avoir une réalisatrice. Carrément. Et le film s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. D'accord. Dont tu as entendu parler, dont on a déjà parlé, mais je sais que tu l'as pas vu. Exactement, je l'ai pas vu. Voilà. C'est parfait. Donc je te laisse découvrir ça. Et en espérant avoir de quoi parler la semaine prochaine. On va sûrement trouver. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez un commentaire ou un petit message, vous connaissez la marche à suivre. Rejoignez-nous, Facebook, Instagram, notre site internet, par mail à l'adresse podcast@cinéanonyme.com. On vous lira et on vous répondra avec plaisir. Au prochain épisode, Seb nous dira ce qu'il a pensé du Portrait de la jeune fille en feu et m'en proposera un autre à son tour. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Et comme dirait le grand philosophe Steven Seagal, fallait garder la foi, Stranix.